Après, pour l'association de promotion de l'économie sociale et solidaire, pour le canton de Genève, donc je vous parle depuis Genève en Suisse. Il y a aussi des après dans le canton de Vaud, enfin dans différents cantons, qui parlent français, en Suisse romande. Et puis on a aussi une fêtière d'entrepreneuriat social. Il y a plein de terminologies différentes, mais au niveau suisse. Puis comme disait Bérénice, on est aussi membre, du RIPES Europe, donc du réseau européen de l'économie sociale et solidaire, ce qui nous permet justement de partager pas mal de pratiques. Je vous parle un petit peu plus en détail de après, du réseau Genevois, de ce qu'on fait. Et puis peut-être pour vous dire en quelques phrases, un peu essayer de vous dire l'essentiel en quelques phrases et de aller un peu plus dans les détails. C'est vrai qu'on a depuis une quinzaine d'années, on n'appelait pas ça analyse d'impact, mais disons c'était des critères d'évaluation, des membres, des gens qui voulaient, des entreprises qui voulaient rentrer devenir membre du réseau. Et puis ça a été créé et mis en place de manière très, bottom-up. C'est-à-dire que c'est vraiment les membres du réseau qui sont réunis, peut-être 2004, donc le réseau a 18 ans, donc à partir de 2004, 2005, 2006 pour créer, quelles sont les valeurs du réseau que je vous présente très rapidement, même si je pense que ça ne va pas beaucoup vous étonner. Si vous travaillez dans l'ESS, ça va pas mal résonner. Et puis, les critères, il y a des critères contraignants et non contraignants, qui fait d'où une grille d'analyse. Tout l'enjeu, c'est d'avoir une grille qui soit suffisamment souple et simple pour des PME en fait, parce que, il y a plein d'autres analyses, je pense à B-Lab, tout ce qui est B Corp par exemple, Benefit Corporation ou d'autres qui sont des analyses d'impact qui sont, très pointues, qui sont parfois, on pourra en discuter, un peu différentes de l'essence même d'économie solidaire, notamment en termes de lucrativité, mais qui sont très poussées, mais après qui demandent aussi beaucoup de temps à des petites PME de remplir. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver un système qui permet de faire ça, de manière accessible pour une petite PME qui n'a pas forcément beaucoup d'énergie, qui a plutôt envie de partager des pratiques et pas forcément de mettre un 10 ou 20 pour remplir, des formulaires ou des longues. C'est tout un enjeu un peu complexe auquel je pense que vous avez été aussi, confrontés. Là, je vous mets un lien si vous voulez les regarder, peut-être plutôt à la fin. En ce moment, c'est un peu plus en détail. Je ne vais pas vous montrer en détail tous les critères, mais voilà, vous avez le processus d'adhésion, les critères, avec vraiment le détail un peu des critères contraignants et non contraignants. Est-ce que ce que tu peux faire, c'est peut-être partager l'écran et nous montrer des choses ou? Oui, alors j'ai fait une présentation. Là, simplement, D'accord. le lien, c'est le lien pour adhérer, mais bon, on pourrait aller plus en détail si vous voulez, mais je vais déjà commencer par la présentation que j'avais imaginée. Hem, tac, voilà, je pense que vous allez voir mon écran. Voilà. Voilà, donc ferai une petite présentation pour parler aussi, pour aborder les questions d'analyse d'utilité sociale et et d'impact social. Juste pour revenir, voilà, mais en fait, je pensais pas qu'il y aurait autant des gens qui travaillent autant dans l'économie sociale et solidaire, donc je crois que je vais aller un petit peu vite à ce niveau-là. Hem, Peut-être si vous connaissez pas, une analyse économique qui est très intéressante, c'est le Kate-Raworth, peut-être vous connaissez déjà, sur le Donut Economics, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais voilà, toute l'analyse d'impact, c'est comment on se retrouve, enfin notre point de vue, je pense que vous partagez, comment on se trouve dans ce donut, quoi, donc sans exploser le plafond écologique et tout en essayant de répondre aux enjeux des fondations sociales, donc tout ce qui va être les besoins, fondamentaux des humains, tout en respectant les limites, planétaires. Donc on voit qu'on l'explose sans répondre aux enjeux, sociétaux. Ça, c'est une photo qui parle d'elle-même. C'est quelque chose de plus intéressant que vous connaissez peut-être pas, parce que ça parle plus de Genève et ça peut vous intéresser. C'est une étude qui a été faite en 2019-2020, elle a été commanditée par le canton de Genève, à l'université de Lausanne, et qui analyse en fait c'est quoi la neutralité carbone. Déjà en une phrase, la neutralité carbone, c'est une tonne, enfin il y a plusieurs visions, mais la communauté scientifique s'accorde sur une tonne par habitant par an. Ça donne déjà un peu une base. Et puis on voit qu'à Genève, on était en 2012 à 12 tonnes. En 2018, on était plus récemment, aux dernières analyses qui ont été faites, on était plutôt à 11 tonnes, donc on voit qu'on descend un petit peu par rapport à 2012. Et l'objectif, c'est une tonne. Donc là, en fait, donc on voit qu'il y a un énorme écart. Et oui, Genève est une région qui pollue beaucoup, mais je pense que voilà, c'est un peu une moyenne autour. Je pense que si on regarde d'où vous êtes en France, je pense qu'on n'est pas très éloigné, on est autour des 10 tonnes, j'imagine. Ça dépend un peu aussi des régions, si elles sont plus ou moins industrialisées, s'il y a plus ou moins de services ou de banques. À Genève, il y a aussi beaucoup de banques et beaucoup de shipping. Donc ça joue aussi là-dessus sur la tonne par habitant par an.
par rapport aux habitudes de consommation. Donc en fait, il y a un peu 2 grands scénarios. Le premier, c'est tendance ambitieuse, c'est dire, bah, voilà, je pense hyper important parce que ça façonne beaucoup aussi notre vision de voir aussi les politiques publiques et comment on analyse l'impact. Est-ce qu'on vise de réduire doucement, hem notre empreinte carbone, ça c'est au sens strict, on peut imaginer aussi ben, de l'empreinte d'extraction, c'est un peu réducteur hein, l'empreinte carbone, mais ça permet de donner au moins une échelle commune et plutôt simple. Donc soit on va vers réduire en visant la 1 tonne, et donc on voit que c'est une tendance ou ambitieux, qu'avec des politiques publiques incitatives, etc., on va voir on va descendre autour des 5-8 tonnes. Donc on voit qu'en 2050, on a complètement loupé l'objectif. Donc c'est-à-dire qu'évidemment, on a dépassé les 2-3 degrés, donc on a complètement loupé l'objectif lié à la crise climatique qu'on se fixe depuis maintenant beaucoup d'années. Et puis, en parallèle, une autre vision, c'est le rayonnement en résilience, c'est dire, bah non, on ne va pas viser l'objectif, on part de l'objectif d'1 tonne, puis on dit, mais qu'est-ce qu'on peut se permettre comme biens et services, comme production de biens et services, comme circulation de ces biens et services, comme consommation, pour rentrer dans ces 1 tonne. Donc concrètement, ça veut dire comment, on s'arrange pour avoir, un mode de production alors c'est facile à dire, c'est plus compliqué à mettre en œuvre et ce qu'on va aussi discuter, mais comment on s'arrange pour avoir, des assiettes, que ce soit dans des supermarchés, que ce soit dans les restaurants, des assiettes une planète. Donc là, il y a un rapport récent de Eat Lancet, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce Eat Lancet, je vous mets ça dans le chat, attendez, c'est EAT LANCET, qui est hyper intéressant, qui analyse de manière très concrète c'est quoi l'assiette en termes en fait, de calories et de type de sources d'énergie pour avoir une alimentation la plus efficiente possible. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre le moins d'énergie pour la production de la nourriture par rapport aux calories que ça nous rapporte en tant qu'humain. Donc évidemment que la viande est beaucoup moins efficace que des légumineuses, si on prend cet exemple-là, parce que il y a tout un processus de faire pousser des plantes, de les transformer, de nourrir les bêtes, qui a besoin de beaucoup d'eau, etc., qui fait que c'est un énorme, c'est pas du tout efficient comme nourriture. Et donc c'est un rapport intéressant qui du coup met pas de côté la viande. Donc c'est vraiment un rapport qui montre qu'on a besoin aussi d'un petit peu de viande. Et puis si on a des produits laitiers, on a aussi besoin de la viande, sinon c'est pas cohérent parce qu'il y a besoin aussi c'est un tout en termes de filière de production. Donc c'est un rapport qui montre vraiment que c'est possible de nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050 avec une assiette, une planète, en gros. Puis voilà, ça c'est un exemple pour la nourriture, on peut faire ça aussi pour la matière, comment on fait sortir le moins possible de matière de nos quartiers, pour l'énergie, pour la mobilité, etc. Donc ça, va donner quelques exemples. Ça pour vous dire que c'est hyper important dans l'analyse de ouais, je lisais les commentaires. L'analyse d'impact, de dire, bah, c'est hyper important aussi de se dire, mais aussi dans quel scénario est-ce qu'on se situe pour, dans une logique vraiment plutôt de RSE ou de faire bouger légèrement des grosses entreprises dont le cœur d'activité n'est pas du tout axé sur ce scénario rayonnement résilience, ou est-ce qu'on est en train d'améliorer des pratiques d'entreprises qui, dans leur cœur d'activité, dans leurs promesses, se situent vraiment pour transformer en fait, ou pour proposer plutôt des modes d'organisation économique qui sont cohérents avec une planète et une neutralité carbone. Voilà. Et puis du coup, évidemment, l'économie solidaire, j'en suis assez persuadé, mais il faut aussi encore le mesurer, c'est pas toujours évident. Et j'aurais pas toutes les réponses aujourd'hui. Il y a plein de choses que je suis aussi intéressé de vous écouter, de voir ce qui se fait ailleurs. Je pense que voilà, on a notre expérience à Genève, mais je sais qu'il y a plein de choses qui bougent énormément ailleurs et donc j'essaie d'être tenu au courant au mieux. Et voilà, c'est l'idée de dire, voilà, la chose qui nous semble clé, en tout cas ici, c'est l'idée de lucrativité limitée. C'est vraiment quelque chose d'assez fort de dire, voilà, si l'économie est bien au centre, donc le profit est vraiment conditionné à l'utilité sociale, environnementale, ou en tout cas d'avoir pas une externalité négative au niveau environnemental, voire d'avoir des modes de production d'organisation qui ont une externalité positive, qui vont régénérer plutôt les sols et la planète, cette lucrativité limitée exactement va permettre, je vais l'expliquer un peu plus si jamais en détail, va permettre du coup d'avoir des organisations, des entreprises dont les instances de gouvernance, donc conseil d'administration, comité, conseil de fondation, etc., vont prendre des décisions pour le but et la mission de la structure et pas pour la plus-value économique de potentiel rendement, dividende en fin d'année. Ça, c'est assez clé et c'est ce qui va pas mal différencier aussi la vision de l'économie solidaire d'autres, comme par exemple Bicor, qui font aussi plein de choses très intéressantes, mais qui n'ont pas du tout adressé cette question de lucrativité limitée dans leurs analyses. Ils vont adresser plein d'autres choses très importantes aussi, hein. Donc ça se concentre plus sur après, et je reviendrai sur la lucrativité limitée juste après. Donc la mission d'après rapidement, c'est faire de l'économie un levier
Donc je pense que voilà, ça rejoint pas mal, j'imagine, vos structures d'économie solidaire. Il y a plein d'autres leviers que l'économie, mais l'économie, on pense en tout cas après que c'est un levier majeur, il fait partie de leviers importants pour une société respectueuse de l'humain et de la biosphère, et donc de travailler sur ces modes de production, de transformation, d'acheminement et de distribution finalement de ces biens et services, et ben, on peut faire bouger fortement notre société. Les missions, je ne vais pas aller trop en détail, par contre, on soutient évidemment nos entreprises membres, on essaie de travailler sur les conditions cadres, donc avec les politiques, travailler sur un nouvel imaginaire collectif. Et puis ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est vraiment les bonnes pratiques, c'est faire essaimer, renforcer, faire émerger les bonnes pratiques économiques dans le réseau, pour le réseau, mais aussi pour l'ensemble de l'économie. L'idée, c'est de faire aussi quand même bouger les autres, même si ça ne va pas suffire, il faut aussi qu'elles changent leur cœur d'activité. C'est quand même une manière de montrer qu'il y a des choses simples qu'on peut mettre en place. Quelques chiffres clés pour vous dire aussi ben, de où je vous parle. Le réseau d'après, donc dans le canton de Genève, c'est 400 entreprises, 400 membres individuels aussi, donc 800 membres au total. Ça correspond à 6 000 emplois et 600 millions de revenus annuels. Donc on vient de finir là une étude statistique qu'on a fait en fin 2021. Donc j'aurais un ou deux petits schémas là, liés à cette analyse statistique. Donc ça, c'est les derniers chiffres, hein, avec 6 000 emplois et 600 millions de revenus annuels pour le réseau qui respecte les critères et qui sont devenus membres de après. Les 7 valeurs de l'ESS, bon, moi, je pense que ça va pas non plus je ne vais pas vous apprendre forcément grand-chose là-dessus. Mais voilà, si on regarde peut-être ce qui est intéressant, c'est leur mise en pratique. Ce qui est intéressant aussi là, c'est de voir qu'ils ont vraiment émergé des entreprises et du réseau, je dirais en 2005, 2006 à peu près. Donc bien-être social, donc c'est l'idée d'être plutôt qu'avoir. L'écologie, produire pour vivre et non vivre pour produire. La diversité riche de nos différences, la cohérence, c'est dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Donc là, on commence à arriver dans l'idée d'analyse d'impact, d'un point de vue au moins déclaratif, disons. Et puis citoyenneté et démocratie participative, chacun a une voix qui compte, ça se retrouve beaucoup dans l'économie solidaire, mais en général. Autonomie, autonome de nos décisions, mais pas individualiste. Et puis la solidarité, le fameux 1+1 est supérieur à 2. Voilà. Donc voilà, je pense que là, je ne vous apprends pas grand-chose là-dessus. Après, ce qui est intéressant, c'est comment, et ce qui est particulier à Genève, c'est comment on applique ces valeurs en termes de critères et comment on va du coup pouvoir savoir qui peut rentrer dans le réseau et pourquoi, pour justifier, avoir vraiment une sorte d'analyse un peu claire auprès de nos membres du réseau, mais aussi de l'extérieur. Donc, il y a une vision assez classique de l'économie sociale et solidaire, qu'on retrouve beaucoup notamment en France, qui est l'approche par le statut juridique. C'est dire, voilà, donc c'est une coopérative, une fondation, une association. De fait, on est membre de l'économie sociale et solidaire, ce qui amène souvent les chiffres de dire, voilà, 10% de l'économie, c'est de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est à peu près les montants d'emploi et de revenus de ces statuts juridiques. Et puis la vision qui a été, bon, qui est pas l'apanage de Genève, hein, qui est aussi peut-être une vision un peu plus anglo-saxonne. Puis j'ai l'impression qu'il bouge aussi pas mal, plus j'en parle aussi aussi dans le monde francophone, plus ça bouge cette vision-là. Puis je trouve ça intéressant d'en discuter après. C'est l'approche, donc nous on dit plus inclusive, c'est-à-dire mais aussi exclusive, quoi, en cas qui est par critère. Et on pourrait dire que c'était plus une vision qui est conséquentialiste plutôt que essentialiste. Donc on va pas forcément se concentrer sur le statut, quelle que soit l'activité, on va se concentrer, quel que soit le statut, sur l'activité. Et donc, concrètement, ça veut dire que les entreprises classiques, ça peut être des SA, des SARL, des indépendants, sont membres après, donc du réseau de l'économie sociale et solidaire à Genève, quel que soit bien qu'elles aient que ce soit des sociétés de capitaux. Et puis en même temps, il y a des coopératives, des fondations, des associations qui ne sont pas membres parce qu'elles ont une activité qui n'est pas compatible avec les critères d'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est bien joli, ça donne un peu le cadre, disons. Après, comment concrètement on va regarder quelles sont les entreprises qui peuvent rejoindre ou non. Donc ça, c'est des critères un peu simplifiés. On a un formulaire d'adhésion que vous pouvez voir aussi après sur le lien que je vous ai donné tout à l'heure, où il y a un formulaire avec, je crois, une soixantaine ou 60 questions, avec pas mal de questions sur le fonctionnement de l'entreprise, avec des critères contraignants et indicatifs ou non contraignants. Donc tout à gauche, on a quelques critères indispensables, voilà, pas de parti politique, église, syndicat, pas d'organisation fêtière, on veut plutôt les membres, les entreprises vraiment, et pas les fêtières qui sont plutôt des partenaires.
Et puis les critères contraignants, c'est là qu'on arrive vraiment dans la chose intéressante, c'est la transparence. Il y a des critères, c'est on demande vraiment à nos membres de nous transmettre leurs états financiers, s'ils ont des actionnaires, quels sont les actionnaires, combien ils possèdent de capital. On leur demande quelles sont justement les parties prenantes de la gouvernance, les statuts s'il y en a, s'il y a des chartes d'actionnaires, etc. On demande vraiment de transmettre tous les documents importants. Donc on a des entreprises qui acceptent du coup, évidemment on traite ça de manière anonyme, enfin pas anonyme, mais on reste discret, enfin on ne les transmet pas aux autres membres, c'est vraiment quelque chose qu'on analyse en interne de la fêtière, mais qui permet du coup de s'assurer qu'on a bien reçu ces documents de l'ensemble de nos membres. Ensuite, l'intérêt collectif, ça c'est un critère qui est un peu plus subjectif, mais qui permet du coup d'avoir un garde-fou, de dire si d'après les valeurs qu'on a vues tout à l'heure, on n'a pas un respect de l'intérêt collectif, on regarde ces valeurs, et c'est un critère qui peut permettre d'exclure ou de ne pas accepter des membres dans le réseau. L'autonomie, c'est en fait d'être autonome des pouvoirs publics, mais aussi d'intérêts privés. Donc c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait plus que tant de pourcents en fait, dans les instances de gouvernance qui soient des représentations soit d'instances publiques, soit d'intérêts privés. Et puis la lucrativité limitée, donc là pour moi c'est vraiment un peu la pierre angulaire quand même de nos critères contraignants, c'est transparence financière, on l'a dit, mais c'est autour de la distribution des bénéfices et du contrôle du capital. Donc ça, c'est qu'en fait, on demande soit d'inscrire dans les statuts sur une charte d'actionnaires. Donc on a des exemples qu'on transmet à nos membres si besoin. Si on parle de SA ou de SARL, qui en fait assurent qu'on a bien, comme on dit, pardon, qu'on a bien un contrôle du capital. C'est-à-dire, pour être très clair, c'est 5% de l'équivalent des fonds propres maximum qui peut être distribué sous forme de dividendes. Donc, en fait, on rend marginal la distribution de bénéfices. Puis on a beaucoup de nos membres aussi qui sont carrément dans une logique de lucrativité, de non-lucrativité. C'est le cas évidemment des associations, des coopératives à but non lucratif, des fondations. Mais on a toute une série aussi de SA ou de SARL qui ont inscrit dans leur statut la non-lucrativité, et donc qui vont payer des salaires, etc., mais qui ne vont pas en fin d'année distribuer du bénéfice sous forme de dividendes aux actionnaires. Et puis la politique salariale, encore important, c'est qu'on limite de 1 à 5. Donc on peut trouver que c'est déjà quand même assez important. On a aussi des membres très grands où il y a aussi beaucoup d'échelons, disons, de hiérarchie. Donc quand ça a été mis en place par les membres, ça te semblait laisser une souplesse. On a des membres qui sont vraiment sur la base 1 sur 1, mais ça permet aussi de faire rentrer, d'avoir des membres aussi qui sont un peu plus grands et qui ont une limite qui soit plus haute qu'une base de 1 sur 1. Donc voilà, maximum 1 à 5 en termes d'écart salarial pour un ETP, donc un équivalent temps plein dans la structure. Et puis à côté de ça, on a les critères indicatifs. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, j'en parle un petit peu après avec les bonnes pratiques. Respect de l'environnement, gestion participative, management social, donc tout plein. En fait, on fait vraiment un autodiagnostic, on demande à nos membres de nous dire comment ils se situent de 1 à 10 sur à peu près une dizaine de questions qui recoupent ces 3 grands critères. Et puis, on leur demande ensuite de dire qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place dans les 2 ans qui viennent pour améliorer leur pratique à ce niveau-là. Donc, on n'est pas sur des critères contraignants, on va dire on-off, ils viennent ou pas. C'est des critères, on dit, s'ils ont déjà les critères contraignants, nos membres ils vont plutôt s'améliorer, partager des pratiques entre eux pour s'améliorer au regard de ces critères indicatifs. Et puis, en termes de la gouvernance, comment on valide ça? On a un comité d'association. Donc après, on n'est pas du tout dans une crèche, ça je n'ai pas précisé au début, on n'est pas vraiment dans une crèche institutionnelle, on est vraiment sur une association, une fêtière, très, je dirais un peu grassroots, d'entreprises d'économie sociale et solidaire, qui élisent chaque année dans l'Assemblée générale un comité, qui du coup engage l'équipe salariée dont je fais partie. Et puis, c'est ce comité donc de 12 personnes qui va tous les mois ou tous les 2 mois valider les nouvelles adhésions au regard de ces critères. Voilà, tout ça, alors encore quelques aspects à vous transmettre. Je regarde juste l'heure, ok, j'ai encore un petit moment je crois. Donc le SS à l'international, donc c'est pour vous dire qu'en fait on est vraiment dans une logique, c'est pour ça aussi qu'on est là, que je suis là aujourd'hui, et puis qu'on est dans le RIPES, vraiment de
translocalisme et puis de partage, open source, innovation ouverte, de bonnes pratiques. Et donc, c'est hyper important pour nous de s'inspirer de Skillsfire, de transmettre ce qu'on fait, ce qui marche bien à Genève, pour avoir vraiment, dans l'impact social, dans la recherche de bonnes pratiques, etc., quelque chose, même si on est dans des réseaux vraiment assez locaux, régionaux, au terme de valeurs, de pratiques, d'innovation, c'est hyper important d'avoir une vision très, très globale, très translocaliste. Et le RIPES Europe, dont vous avez un lien dans le pad, est un bon exemple de ces lieux où on partage ces pratiques. Donc là, c'est un exemple d'une délégation de Croatie qui est venue à Genève il y a à peu près 2 ans, c'était juste avant le Covid, il y a 2 ans et demi, pour s'inspirer des pratiques d'entreprise, de modèles économiques à Genève. On est allé les voir aussi à Zagreb, mais aussi dans des petites villes, pour faire ces échanges de bonnes pratiques. Ça, c'est une chose intéressante, je voulais vous transmettre ça, ça vient aussi d'études statistiques qu'on a fait. Quand on parle d'économie sociale et solidaire et puis d'ODD, donc d'objectifs de développement durable, donc vous savez, je pense que vous connaissez bien, c'est le prisme mis en place en 2015 par l'ONU dans la suite des objectifs du millénaire qui permet d'avoir du coup un cadre de référence pour tous les pays, toutes les institutions internationales de référence sur dans quoi il faut investir pour répondre aux enjeux du donut economics, pour le dire autrement, vous avez vu tout à l'heure. Et puis du coup, c'est intéressant de voir que sur les 17 objectifs que vous voyez en abscisse, enfin disons en ordonnée, quoi, pardon. Et puis en abscisse, vous avez ici les différents domaines d'activité de l'économie sociale et solidaire. Puis voilà, on peut pas voir plus dans ce schéma, simplement de dire, en fait, les entreprises de l'ESS, en fait, elles répondent. On voit que toutes les couleurs sont concernés. Donc on voit typiquement que le ODD, donc consommer, je ne sais plus exactement la terminologie, mais c'est consommer, consommation durable, j'ai plus la terminologie exacte, consommation durable, on voit que évidemment presque tous les domaines d'activité, vu qu'on est vraiment sur l'économie, sont concernés, mais on voit que voilà, par rapport à l'eau, par rapport à la faim, par rapport à l'éducation, à l'égalité femmes-hommes et plein d'autres objectifs de développement durable, on voit qu'on a des membres de l'économie solidaire qui travaillent localement à résoudre ces enjeux. Donc voilà qu'on a vraiment un cadre global, mondial, porté par l'ONU, mais qu'en fait, sur le terrain, un peu partout dans le monde, c'est des entreprises, notamment d'économie solidaire, qui vont travailler à répondre à ces enjeux, des fois par le biais de subventions, mais beaucoup par le biais de vente de biens et de services. Et puis on voit que beaucoup des membres de l'économie solidaire sont autoportés financièrement ou majoritairement là-dessus. Après, une autre chose intéressante, c'était voir comment les entreprises de l'économie solidaire à Genève se perçoivent. Est-ce qu'elles jouent un rôle significatif dans la mobilisation citoyenne liée à la crise climatique et des inégalités sociales. Donc, c'était intéressant de voir qu'on a vraiment des entreprises qui à 78%, 77, 78%, si on enlève le non pertinent au regard de mes activités, estiment avoir un rôle significatif pour mobiliser les citoyennes et citoyens au regard de ces crises. Donc, je trouve intéressant de voir qu'il y a vraiment une promesse forte des entreprises du réseau. Il y en avait à peu près 300, sur les 400, il y en avait à peu près pour 330, 340 qu'on a réussi à faire répondre un gros pourcentage de réponses qui disent oui, on joue un rôle significatif, on travaille pour répondre à ces enjeux majeurs. Voilà. Et puis une autre chose, moi je trouve intéressant de dire, mais tiens, voilà, donc on a ces critères contraignants, etc., dans le réseau de l'économie solidaire, mais du coup, comment on les applique aussi à des nouvelles, c'est pas si nouveau maintenant, parce qu'on sait pas gentiment bien que 10-15 ans que ça devient quelque chose qui monte, mais ça devient maintenant incontournable. On parle d'économie collaborative, et puis c'est très important de parler d'économie collaborative avec des S, parce que si on prend l'exemple de la vision de Michel Bowens, je ne sais pas si vous connaissez Michel Bowens, je vous mets dans le pad, vous connaissez quelqu'un de très intéressant qui parle beaucoup de pair à pair, De commun. de commun, merci, oui. Exactement. Et lui, il parle un peu de deux extrêmes. Il parle plutôt d'un axe de lecture entre l'économie collaborative ou la plateforme comme commun, d'une économie redistributrice. Puis de l'autre côté, on a plutôt des plateformes qu'on connaît très bien, qui vont être plutôt dans une logique d'économie qu'on peut dire capitaliste, qui va capter, ou des plateformes d'une économie extractrice du travail des gens qui travaillent sur la plateforme. Puis du coup, comment on peut se positionner par rapport à ces deux pôles et cette vision?
et ben, c'est intéressant du coup de prendre ces critères d'analyse d'économie sociale et solidaire et de dire, bah, finalement, c'est quoi la gouvernance? Donc qui décide quoi dans la plateforme? C'est quoi le modèle d'affaires? Qui gagne quoi? Comment le travail et la plus-value est distribuée entre la plateforme, les personnes qui travaillent, et cetera. Comment sont gérées les données? Comment sont stockées, partagées, peut-être vendues les données personnelles des gens qui rentrent sur la plateforme, mais aussi les données sociales d'utilisation de la plateforme. Et puis finalement, les conditions salariales, quelles sont les conditions salariales des personnes qui vont travailler par et pour la plateforme? Et voilà, en fait, quand on se pose ces questions, c'est pas vraiment dans la suite des critères de se dire, mais tiens, est-ce que je suis face à une plateforme redistributrice ou extractrice? Voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important de se dire, bah, tiens, ça s'applique aussi vraiment à des enjeux sociétaux actuels et majeurs, tels que la numérisation et les plateformes numériques. Bon, le manifeste, ouais, ça, moi j'avais mis ça, mais voilà, c'est pas si intéressant. Peut-être c'est intéressant quand même en termes d'impact, ça a été, je pense, un outil intéressant pour transmettre, c'est tout ce qui est autour de la prospective. Ça peut aussi le future design, prospective, je trouve ça quand même intéressant d'en parler. Dans la suite du manifeste que j'ai mis là, qui a été en fait la production par le comité et l'équipe d'un document qui, dans la crise Covid, permettait de faire un point un peu sur qu'est-ce que le réseau il propose dans les différents domaines d'activité et quelles sorties de crise on proposait en 2020. Bon, ça n'a pas été entendu en partie, mais pas tant que ça par nos politiques. Et puis, dans la suite de ce manifeste, on a réuni par domaine d'activité des membres du réseau et on leur a demandé en fait de parler justement quel impact ils voulaient avoir pour 2030. Et leur dire, voilà, maintenant vous avez une baguette magique. Donc si on est par exemple dans la construction ou réemploi, ou alors dans la mobilité, ou les acteurs, on avait de l'informatique aussi, différentes thématiques. On dit, voilà, vous avez une baguette magique. Où est-ce que vous voulez être en termes d'impact en 2030? C'est quoi votre vision idéale de votre activité? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe en 2030? Tout un moment de brainstorming, d'idéation là-dessus. Puis ensuite, on revenait dans un deuxième temps en 2020, 2021 en l'occurrence. On disait, voilà, on est en 2021, qu'est-ce qu'on met, c'est quoi la prochaine étape au niveau du cadre législatif qui va vous permettre, vous, de vous déployer, d'essaimer et d'avoir du coup un impact très fort sur tout votre environnement? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on doit faire bouger dans le cadre législatif? Et ça nous a permis de créer ce qu'on a appelé un commun politique. Donc, c'est-à-dire 18 mesures pour développer l'économie sociale et solidaire. Et si vous allez sur après-GE slash Akamotion, c'est le processus qu'on a mis en place, vous avez du coup pour télécharger un commun politique, ça vous donne des idées. Un exemple, c'était autour de la redistribution de la terre agricole. On avait aussi autour du réemploi. Comment faire que le réemploi devienne du coup la norme. Donc, quand on détruit un immeuble, la norme, c'est de faire du réemploi, donc on doit analyser, faire un audit et regarder ce qu'il y a dans. Je pense que, voilà, je crois que Cinétique vous en parlera mieux que moi dans un instant, mais c'est un exemple de dire, voilà, on fait un audit de l'immeuble, et ensuite on regarde qu'est-ce qui peut être réemployé, qu'est-ce qui doit être revalorisé, qu'est-ce qui peut rester sur place, qu'est-ce qui va être vendu à d'autres structures qui vont construire d'autres bâtiments. Et puis, si on doit démolir des choses, ben, du coup, ça devient une exception, on doit faire une demande. Donc, on renverse la logique administrative qui actuellement on détruit, et puis si on veut faire du réemploi, eh ben, on doit faire une dérogation. Ben, on renverse la logique pour rendre le réemploi beaucoup plus simple et mainstream. C'est ça la logique. Voilà, c'est quelques exemples de ce commun politique. Un podcast aussi qu'on a fait qui peut être intéressant. Donc ça parle de Genève, mais ça parle aussi vraiment de thématiques assez globales sur, dans les différentes thématiques, transition énergétique, mobilité, réemploi, monnaie locale, etc. Ça permet du coup d'aller questionner en fait des personnalités, des personnes qui ont monté des entreprises, des structures dans ces thématiques, leur dire finalement, c'est quoi votre parcours de vie? Pourquoi vous arrivez du coup vous êtes arrivé à monter ça? Avec qui? Dans quel contexte? Puis maintenant, c'est quoi les freins et leviers? Pourquoi ça ne devient pas la norme que vous proposez? Quels sont les freins politiques? Quels sont les leviers qu'on peut faire? Et on questionne ce genre de choses sur des podcasts de près de 30 minutes. Je vous mets aussi le petit lien. Et puis au cœur de l'impact, il y a tout ce qui va être l'accompagnement, et ça c'est vraiment quelque chose que les structures et fêtières d'économie sociale et solidaire développent beaucoup, c'est comment est-ce qu'on va accompagner et développer des entreprises qui, dans leur
dans leur promesse, dans leur cœur d'activité, sont déjà dans le 1 tonne par habitant par an. Là, quelques exemples, ça va être souvent les épiceries participatives qui sont vraiment quasi 100% des circuits courts, bibliothèques d'objets pour partager, mutualiser des objets, restaurants végétariens ou véganes qui ont vraiment une réflexion de saison, etc., qui ont une réflexion sur l'impact écologique de leurs assiettes. Entreprises de réparation, fermes agroécologiques, voilà. Donc c'est des activités d'entreprise qui répondent vraiment à ces enjeux que j'ai pu évoquer au début. Et donc, on a un programme d'accompagnement, je pense que vous en avez peut-être aussi sûrement dans vos régions. Donc, c'est très important aussi d'avoir justement une grille sur quelle entreprise on va accompagner, quelle pousse on va faire se développer, on va faire essaimer dans les quartiers. Donc, c'est un programme qu'on a appelé Impactante pour développer ce genre de choses et qui, du coup, s'appuie aussi sur les critères d'analyse que j'ai pu vous présenter succinctement avant. Et puis, donc ça, on parle vraiment de faire développer des entreprises qui n'existent pas encore. Après, il y a l'autre pendant, c'est comment on accompagne l'impact et on améliore l'impact d'entreprises qui existent déjà et qui ont envie d'améliorer leurs pratiques. Donc là, je vais juste enlever 2 secondes mon partage d'écran pour partager une autre page. Voilà. Donc là, si je suis sur le site d'après, je vais juste vous montrer les cafés des bonnes pratiques pour vous dire qu'en fait, régulièrement, on invite sur des thématiques que vont être, par exemple, l'écologie au bureau, sécurité informatique, assurance sociale, politique d'achat local durable, le bénévolat. Et on va en fait, c'était sur l'assurance, on va en fait faire inviter des entreprises qui ont vraiment une expertise et qui sont assez exemplaires en la matière. Et puis on va faire une petite vidéo en général pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Là, c'était un petit tactique sur les assurances sociales, ce qu'on les bonnes pratiques en assurance sociale. Et puis ensuite, avec une mise en situation, avec les 5 éléments du récit. Situation initiale, déclencheur, péripéties, résolution. Voilà, on a une histoire un peu qui parle de la thématique. Puis ensuite, on a un peu les 10 bonnes pratiques à garder en tête. Voilà, l'inventaire quand il y a une entreprise qui a un nouvel employé, l'égalité, est-ce que c'est intéressant d'avoir une assurance juridique ou non. Ça, c'est un exemple qui est plus basé sur les assurances, mais si on prend par exemple le bénévolat, comment gérer le bénévolat, on a des bonnes pratiques sur les documents ressources sur c'est quoi la bonne pratique pour accueillir des bénévoles, pour les coordonner, pour les gérer, pour les valoriser, etc. etc. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Donc, on a toute une série de bonnes pratiques qu'on fait régulièrement et on met du coup des fiches à disposition aussi. On s'y travaille avec les fêtières économiques plus traditionnelles pour qu'elles puissent aussi les transmettre à leurs membres et puis qu'on ait un partage de ces bonnes pratiques. Et puis plus récemment, je vais vous mettre le lien aussi dans le chat après, on a fait, dans le cadre de l'étude statistique, on a demandé à nos membres, transmettez la bonne pratique dont vous êtes les plus fiers et que vous voudriez voir essaimer partout dans le réseau. Donc là, je ne vais pas vous la montrer en entier, je vous montre juste une ou deux. On a 70 bonnes pratiques. Oups, pardon. Alors, ça a bougé tout seul. Voilà. On a 70 bonnes pratiques qui permettent du coup de dire c'est quoi la bonne pratique donc dans différents domaines. Là, c'est le management social. Là, c'est la gestion des déchets. Voilà, donc des bonnes pratiques très synthétiques qui permettent du coup de montrer peut-être vous, je ne sais pas si ça va vous choquer, peut-être vous êtes déjà très sensible à ça, mais pour les entreprises qui ne sont pas dans l'économie solidaire, c'est très intéressant, je trouve, de lire ce genre de choses, d'avoir des outils, d'avoir des choses assez simples. Voilà. Bon, je vous mets le lien si vous voulez voir la suite, là, ce n'est pas le lieu pour tout regarder maintenant, mais je vous le mets. Merci Antonin, oui. En tout cas, ce qu'on peut peut-être analyser, là, il nous reste un petit quart d'heure, je ne sais pas si tu as fini en fait, ou tu souhaites nous montrer d'autres choses. Non, je pense que j'avais fini l'essentiel. La suite, c'était simplement vous montrer concrètement qu'on avait dans le réemploi. Mais je crois qu'on peut s'arrêter là, je pense, pour avoir plutôt des discussions. Pour plutôt avoir une discussion. Alors, c'est vrai que nous t'avons invité parce que je trouve intéressant de dépasser, je dirais, la question de la mesure de l'impact. Là, ce qu'on voit, c'est que finalement, à la fois, il y a un regard, une obligation des entreprises qui, par ailleurs, adhèrent à la PGE, une obligation un petit peu à être transparent et en tout cas, à expliquer ce qu'ils font. J'imagine que c'est régulier. Que c'est une réinterrogation régulière on le fait tous les ans. Non, pas tous les ans, moins souvent. Non, tous les 4 ou 5 ans. D'accord, bon, voilà, tous les 4 ou 5 ans. Mais qu'à côté de cela, ce que je trouve intéressant, c'est toute l'animation que vous proposez. Et je crois qu'au RIPES, on partage cette idée de communauté d'apprentissage. C'est-à-dire que derrière l'évaluation, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est comment
entre organisations, on crée aussi du commun par rapport à un territoire. Ça, c'est le premier point, et comment on avance ensemble dans une démarche de progrès. Et donc, du coup, on ne se met pas forcément en compétition les uns avec les autres, à savoir qui aura le meilleur impact social, mais plutôt finalement comment on peut progresser tous ensemble sur différents aspects, l'inégalité homme-femme, la lutte contre la précarité, etc., le climat évidemment. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce que tu as écrit, dit, c'est le côté, on peut aussi influencer, on peut avoir une vision politique partagée, du coup, et on peut influencer aussi le cadre institutionnel dans lequel on se situe. J'ai l'impression, même si c'est un comité après GE de 12 personnes qui, quelque part, décident des candidatures, néanmoins, il y a beaucoup de choses qui se construisent collectivement, il me semble, hein, dans les contenus, etc. Donc, je vais vous laisser la parole. Il reste un petit temps avant que Jean-Baptiste nous rejoigne. Donc, si j'ai bien compris, Jean-Baptiste, il nous rejoint plutôt à 11 heures. Donc, si vous voulez poser des questions, Tatiana, Florence, Lara, Sébastien, voilà, je pense que c'est... Voilà, allons-y. Oui, je serais aussi À intéressé vous. si vous avez, parce que c'est vrai que en termes de mesures d'impact, je serais intéressé d'avoir d'autres, Voilà. voilà, des bonnes pratiques d'ailleurs, comment est-ce que d'autres choses se font, voilà. Ouais. Puis après, il peut y avoir aussi des échanges plus concrets, hein, d'outils. Donc, laisse tes coordonnées, je pense, Antonin, si les gens veulent te joindre en direct, hein, c'est fait pour ça. Donc, à vous maintenant, je vous donne la parole. Vas-y, Tatiana, merci. Oui, bah merci pour cette intervention et cette présentation. J'ai peut-être raté, parce que j'ai eu des bugs techniques, à quel point, enfin combien vous avez alors je ne sais pas si c'est des adhérents ou des personnes que vous avez évaluées, des structures que vous avez évaluées, et à quel point vous êtes reconnus en fait. Est-ce que c'est vous qui allez chercher les structures? Est-ce que c'est elles qui viennent vous chercher pour avoir le petit label après à côté du nom de leur structure? En fait, qu'est-ce qu'elles viennent elles viennent chercher ça parce qu'elles ont envie de s'améliorer, ou aussi pour avoir une reconnaissance à l'extérieur, pour obtenir des financements, pour avoir des nouveaux adhérents, enfin voilà. Qu'est-ce que viennent chercher les structures? Ouais, c'est une super bonne question. Alors, je l'ai dit, mais j'ai pas répondu à la question, mais j'ai simplement dit il y a 400 entreprises dans le réseau. Ça pèse à peu près pour 600 millions de francs, bon, c'est à peu près pareil, francs suisses euros en ce moment, de revenus par année. Et puis, il y a aussi 400 membres individuels, mais c'est plutôt des membres qui viennent œuvrant pour les valeurs. Oui, donc la question elle est hyper juste, et je pense qu'on a beaucoup, enfin, j'en parlais encore récemment avec une membre justement qui a rejoint le comité, qui m'a vraiment poussé ça, à dire comment on a fait vraiment un label, comment on donne une reconnaissance institutionnelle plus forte. Donc les membres, ils viennent pour du réseau, pour si on a des prestations qu'on offre à nos membres, dont je n'ai pas trop parlé, on offre des ressources humaines à travers un programme d'insertion qui est vraiment bien foutu et qui leur permet d'avoir aussi des ressources humaines là-dessus. On a tout un peu des formations, on trouve aussi des locaux d'activité pour les membres, on a un espace maintenant pour faire des événements, donc on a toute une série de prestations. Les gens viennent aussi à travers ça, parce qu'ils ont ils ont une plus-value à être membre à ce niveau-là, mais beaucoup viennent quand même par intérêt des valeurs et du fait de dire j'ai envie de rencontrer d'autres personnes qui partagent ces valeurs, cette vision de l'économie. Donc il y a vraiment, je pense, une adhésion qui est soit pour des services clairs, soit beaucoup aussi pour les valeurs. Je pense que peu viennent pour le label, et c'est vraiment chose qu'on doit développer là-dessus. Par contre, il y en a comme certains qui nous demandent une affiliation. Donc, on a des entreprises qui ont une affiliation et du coup qui le vendent quand même comme un label pour comment on dit, notamment en lien avec tous les marchés publics, quoi. Enfin, c'est tout ce qui est autour des marchés publics. Je pense qu'il manque, c'est une reconnaissance politique, en fait, dans mon lien avec tout ce qui est marché public, hein, de dire voilà, ce label est reconnu pour les marchés publics et permet de valoriser tous ces aspects et donc permet de sauter des étapes. Ça on n'a pas réussi à le mettre en place, et je pense que c'est vraiment une chose sur laquelle on devrait pouvoir travailler. Et je serais aussi preneur justement peut-être d'autres choses qui sont déjà à ce niveau-là ou qui ont pu avoir cette reconnaissance à d'autres endroits. Voilà, donc je te réponds à la question plutôt par la négative. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. Sébastien, peut-être? Ou Martine?
qui nous a rejoint. Vous pouvez ouvrir vos caméras si vous voulez intervenir. N'hésitez pas à partager vos pratiques. Non, il n'y a pas de réaction supplémentaire. Morgane, peut-être? Moi, je veux bien enchaîner. Hein. Ouais, oui, enchaîne, vas-y. C'était fait pour toi. Pour bien comprendre, est-ce que les structures, elles payent pour avoir le petit label? Enfin, du coup, c'est pas un label, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou c'est elles qui payent pour… Alors, elle paye une cotisation symbolique. Elle paye une cotisation qu'on appelle solidaire parce qu'elle correspond à 0,01% des revenus. Donc, 1 million de revenus, c'est 100 francs. Donc, c'est 100 plus 100, ça ferait 200 francs. Donc, on est vraiment sur une cotisation symbolique. Voilà, donc on a quand même certaines organisations, entreprises qui ont quelques dizaines de millions de revenus. Donc, on est sur des cotisations de quelques milliers de francs. Mais on est vraiment du coup sur une idée de solidarité. Et puis, nos revenus, en gros, après, on est sur 70% par l'État. C'est-à-dire c'est un contrat de prestation lié à mesure d'insertion de personnes au chômage. Et on a après 20% qui est en train de monter pas mal en ce moment, depuis 2 ans, qui était plutôt toute petite avant, qui est en train de monter sur des prestations de conseils, de consulting, maintenant aussi de location, d'espace et de formation, des activités plutôt de services. Et puis 10% de cotisation des membres. Ça pèse seulement pour 10% d'activité. Ok, merci. Et je ne sais pas, pour rebondir, est-ce que vous avez vous, des exemples ou des pratiques justement d'économie, de fêtières ou de réseaux de SS qui ont su en faire un label, parce qu'on pense évidemment à Bicorp, Bilab, mais qui n'est pas non plus tant reconnu dans les marchés publics, en tout cas en Suisse, de ce que je sais. Mais je ne sais pas si vous avez aussi des bonnes pratiques là-dedans, ou des inspirations. J'en connais pas en tout cas, donc je ne sais pas si ça se fait, que je ne suis pas au courant, c'est bien possible. Alors, en France, pour les marchés publics, je dirais que le fait qu'il y ait une loi ESS et je dirais une garantie par les statuts est déjà super important. Enfin, donc, des coopératives, des associations peuvent émarger à des marchés publics pour peu qu'elles rentrent dans le thème, quoi. Hein, donc, et parfois, il y a des marchés sur l'insertion par l'activité économique. De fait, les entreprises d'insertion peuvent y émarger. Donc, on est quand même assez avancé du côté de la reconnaissance. Ça a un peu coupé. Ah, on a perdu Bérénice. Peut-être pour compléter justement sur cette partie spécifique au marché public. Je ne sais pas si moi vous m'entendez bien. Donc, moi, je travaille donc pour Toulouse Métropole. Il y a aussi maintenant une obligation qui est faite aux collectivités à partir d'une certaine taille d'avoir ce qu'on appelle un SPASER, un schéma directeur, bref, une obligation déterminée dans le sens où, à partir d'une certaine taille, les collectivités ont une obligation de responsabiliser leurs commandes publiques et ensuite ils designent cette responsabilité en fonction de ce qu'ils savent exister sur leur territoire et ils se fixent des engagements qu'ils sont certains de pouvoir atteindre. Alors, dans le sens ont leur propre, je dirais, certification qualité. Vous m'entendez? Oui, alors il y a des gens… Oui. Ça a coupé un moment, mais on a eu le début et la fin. Oui, le début et la fin. Et puis, on est pour tout vous dire, on est dans un local où en ce moment, il y a des travaux. Et donc, on s'est caché dans le centre de ressources. Là, vous avez des livres, tout un fond sur les luttes ouvrières. Donc, on est très bien entouré parce qu'on vit avec des scopes qui font de l'édition. Donc, on a des contextes assez, je dirais… particulier en France. Donc, cette reconnaissance de l'État des entreprises de l'ESS, voire des entreprises commerciales d'utilité sociale, des entreprises sociales. Donc, ça laisse comme dans un prêt GE, finalement, une ouverture à des entreprises qui se donneraient comme cadre d'être plus orientées vers une utilité sociale et voilà, une affirmation, en tout cas, d'un engagement dans la société et avec des règles
de réserves partageables, etc., etc. Donc, c'est assez régulé pour le coup, mais néanmoins, je dirais soit localement, soit sur des thèmes, les acteurs s'organisent, mais très souvent quand même beaucoup plus je dirais, dans une volonté d'amélioration continue des pratiques. Donc, on peut parler du bio, par exemple. On a reçu Nature et Progrès, qui est vraiment sur un système de garantie participatif. Alors, on dira, oui, mais c'est pas tout à fait de l'économie sociale et solidaire. Oui, mais quand même, c'est des gens qui œuvrent énormément sur l'action pour le climat et pour une alimentation saine et locale. Et eux, depuis 30 ans, ont un système qui permet d'améliorer les pratiques de production agricole et finalement, on voit que ça marche aussi bien. Il y a un vrai débat en France sur audit externe, audit interne, ou moitié-moitié, je dirais. Et c'est vrai qu'on voit que quand même les acteurs qui, comme dans les fédérations de l'insertion par l'activité économique ou sur certaines filières, se mettent d'accord sur une méthodologie d'évaluation d'impact ou d'utilité sociale. Finalement, ce que ça crée, c'est un peu ce que vous avez fait à l'après-GE à Genève, c'est-à-dire que ça crée à la fois une volonté d'amélioration continue des pratiques, et nous, c'est ce qu'on défend au niveau du mouvement pour l'économie solidaire. Ça crée une communauté d'apprentissage qui fait que finalement, par les pairs, je dirais qu'on s'encourage beaucoup plus et on est même, je dirais, encore plus exigeant, mais aussi plus accompagnant sur les questions d'évaluation d'impact. Voilà. Donc, je dirais que c'est en discussion. Alors, je crois qu'on accueille Jean-Baptiste qui vient d'arriver, hein, c'est ça? Bonjour. Jean-Baptiste. Oui, bonjour Jean-Baptiste. 11h. Ouais, mais on pensait que tu nous rejoignais avant, on avait un petit peu oublié, mais c'est pas grave. On va laisser peut-être encore une ou deux questions. Je ne sais pas si Martine ou Sébastien, Lara, vous avez des questions à poser à Antonin ou pas du tout? Ou Morgane? Non, bon. Eh bien, on va donc passer à je dirais, la vision et peut-être les pratiques que Jean-Baptiste Ortega impulse au sein de Cinétique avec son collectif. C'est un peu ça l'idée. Donc, Jean-Baptiste, on a accueilli avant Antonin Calderon de Après GE, qui est la Chambre d'économie sociale de Genève, qui a une pratique vis-à-vis de ses adhérents autour de l'utilité sociale et l'impact social. Et voilà, donc une organisation qui est quand même assez conséquente puisqu'il y a 400 entreprises, donc qui nous a expliqué un peu la manière dont les critères et les indicateurs s'organisent, mais surtout, il nous a beaucoup, je dirais, élargi le sujet autour de à la fois comment on crée une communauté avec ces 400 organisations, une communauté de progrès. Je trouve que ça, c'était un message fort. Comment on relie l'évaluation aux grands enjeux climatiques et aux grands enjeux de lutte contre les inégalités. Et puis, je dirais, tu es allé plus loin, Antonin, en nous racontant, en faisant ce récit-là, en disant, avec nos acteurs, on fait aussi de la prospective sur le territoire. On fait aussi du co-apprentissage, mais la prospective sur le territoire elle a pour raison d'être de modifier aussi le territoire, de le construire et le co-créer ensemble. Voilà ce que je pourrais résumer, mais vous aurez le temps d'échanger. Pour résumer, merci. Voilà, vous pourrez échanger en vrai, hein, parce que vous allez vous échanger vos coordonnées, bien sûr. Donc, on te laisse la parole, Jean-Baptiste. Oui, alors... Juste avant, je vais peut-être te rappeler pourquoi on fait les choses. C'est vraiment pour présenter les pratiques de chacun et la vision, et voir aussi ce qui est positif, ce qui est négatif, ce qui marche pas, et comment on peut progresser. Okay. Combien de temps j'ai, Bérénice? 3 heures. Non, je plaisante. Tu as une demi-heure. Voilà, si tu as besoin de temps supplémentaire, il n'y a pas de souci. Simplement, ce qui est pas mal, c'est de faire un peu d'interaction avec tout le monde. Voilà. Ça m'intéresserait bien, effectivement, le temps d'échange. Je vous propose peut-être rapidement sur la présentation. Est-ce que vous voyez bien à l'écran ce qui s'affiche? Oui, on voit très bien Toulouse vue d'avion ou vue de drone, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous ne voyez pas Cinétique avec les 2 flèches? Si.
Ah, d'accord. Et on voit Toulouse, non? Ah oui, ah oui, d'accord. Derrière moi, en fait, c'est ça. Ok. Oui, oui. Ouais. Parfait. Peut-être un rappel sur l'association Cinétique, donc association créée en 2010. Et notre ADN, c'est de construire ensemble une économie choisie avec la question depuis le début de l'achat responsable qui a été au cœur des fondamentaux de Cinétique, en sachant que voilà, je suis Jean-Baptiste Ortega, je suis cofondateur, et l'autre cofondateur, pour lui rendre hommage, était, parce qu'ils ont changé de nom, Etimon, qui, pour ceux qui connaissent, avec son président à l'époque, Frédéric Gay, avait à cœur de créer des passerelles entre l'économie sociale et solidaire et les acteurs économiques et la commande publique notamment. Donc depuis 2010, ça a évolué. Je vous ai schématisé les 2 grands axes d'intervention que nous avons. Et si vous êtes d'accord, je prendrai 2 exemples très concrets pour voir la mesure d'impact, comment elle agit, elle infuse au quotidien de notre organisation de 5 salariés aujourd'hui. Donc, d'un côté, pour justement construire cette économie choisie, soit on l'impulse via de l'incubation de projets, donc on accompagne de nouveaux projets sur le territoire, et je prendrai l'exemple du menu 2 fois bon, soit on accompagne les territoires dans l'intégration du développement durable dans leur marché public. Et donc, du coup, ce qu'on fait, ça va être de l'accompagnement stratégique, par exemple, pour ceux qui connaissent le SPASER, donc l'obligation des collectivités qui pèsent pour plus de 100 millions d'euros d'achat. Donc ça concerne la métropole de Toulouse, de Montpellier, le conseil départemental de Haute-Garonne, ou bien sûr le conseil régional d'Occitanie, la région Occitanie. Donc on fait de l'accompagnement stratégique, on a participé à l'accompagnement du SPASER de Toulouse. On organise aussi des journées techniques. Et on accompagne aussi très concrètement les collectivités sur un marché de nettoyage, d'espaces verts, d'achat de denrées alimentaires pour une cantine, etc. Et on a aussi construit un jeu qui s'appelle Jouons le jeu des achats responsables pour sensibiliser les élus et techniciens à ces questions. Et vous voyez quelques logos de collectivités, de villes ou d'établissements publics que nous accompagnons. Donc je zoome. En fait, pardon, Jean-Baptiste, là, on reste fixé sur le début. En fait, ça défile pas. D'accord, donc vous avez flèche, c'est ça, toujours? Ben, je ne sais pas, en tout cas, ça ne défile pas. On voit que la première page. En fait, on voit le on voit la photo de Toulouse. Mais peut-être que... Ah oui, là, ça marche. C'est bon. Ça marche, là? Voilà. Oui, c'est parfait. Merci. D'accord. C'est un peu parce que je viens de vous expliquer à droite, incubation de projet. Du coup, je ne vais pas passer en diaporama si ça ne fonctionne pas, si ça ne vous dérange pas, je vais rester là-dessus. Ouais. Donc, je vais zoomer donc, sur un des projets que nous avons incubé, donc, qui est le menu 2 fois bon, qui a été créé en fait en 2015. Donc, on a un de nos adhérents qui est la clinique Pasteur, qui avait, dans le cadre de la COP 21, monté un menu bas carbone et dans son self. Et l'idée, c'était de voir l'impact du choix de l'alimentation et des ingrédients qu'on mettait dans son assiette et voir quel impact ça avait en termes de CO2. Et là, sur cette journée, donc COP21, ils avaient vu que voilà, en choisissant différemment un peu les produits, on pouvait facilement atteindre plus de 30% de réduction de gaz à effet de serre. Dominique Pont, le directeur, fort de ce résultat, nous propose, tiens, voilà, on a un sujet quand même de territoire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de monter une opération collective? Et on a embarqué donc quelques collectivités, notamment la ville de Toulouse qui fait manger chaque jour près de 32 000 petits Toulousains. Il y avait l'ASEI également, la ville de Blagnac et d'autres. Et du coup, on a construit au fil du temps une opération donc, qui vise à favoriser les produits frais locaux de saison en restauration collective à travers cette charte d'engagement qui est un menu 2 fois bon. C'est quoi? C'est un menu qui respecte 80% de produits locaux, donc moins de 200 km de la cuisine.
des produits de qualité, donc 100% des fruits et légumes frais de saison. Et pour être Egalim, donc pour ceux qui suivent un peu l'actualité, donc la loi Egalim qui s'impose donc aux restaurations collectives, de 50% de produits durables, dont des produits sous signe officiel de qualité. Donc, notamment, on pense beaucoup au bio, à l'agriculture biologique, mais pas que. Il peut y avoir du label rouge, pêche durable et autres. Et donc, du coup, on a rajouté donc, une composante sous signe officiel de qualité, un menu donc, validé par un diététicien, une diététicienne, et qui n'excède pas les 2000 grammes équivalent CO2. Et du coup, on accompagne l'opération collective cette année, où le but, c'est de vous montrer un peu les indicateurs. C'est un peu le but de regarder un peu les indicateurs, ce qui se passe. Vous voyez donc le nombre de participants donc depuis 2017, avec une singularité en 2020 à cause du Covid. Mais aujourd'hui, on a à peu près 80 participants. Donc aujourd'hui, notamment des collectivités, donc des villes, des départements, des régions, qui représentent à peu près 190 000 repas jour que nous accompagnons. Donc c'est assez massif. La plus grosse restauration étant celle de Marseille. On en retrouve donc celle de Toulouse, celle de Montpellier. Donc c'est principalement des enfants qu'on touche par cette opération à 70%. Et donc, du coup, nous, on récupère les bilans parce qu'on utilise un éco-calculateur d'un partenaire qui s'appelle Bon pour le climat et qui nous permet donc, du coup, de calculer le poids carbone de ces menus. Pour info, en restoco, en restauration collective, on est généralement à 3500 grammes par couvert. Et donc là, l'objectif, c'est d'être à moins de 2000 grammes. Et donc, du coup, l'éco-calculateur nous donne le résultat. On fait donc le résultat donné par l'éco-calculateur moins 3500 multiplié par le nombre de couverts et multiplié donc par ces 190 000, ça fait l'année dernière 390 tonnes de CO2 qu'on a économisé sur une journée, ce qui fait l'équivalent de 2400 Clio qui partaient de Toulouse pour aller à Paris, qu'on a entre guillemets supprimé de la circulation. Ce qui est quand même assez intéressant parce qu'on voit que voilà, en choisissant mieux ce qui rentre dans l'assiette, on voit de suite un impact très concret sur le sujet de l'environnement qui est quand même assez massif. C'est vrai que souvent, ce que l'on fait, et on prendra un autre exemple tout à l'heure, on essaye de transformer le poids carbone ou d'autres indicateurs sur des choses un peu plus tangibles, parce que c'est vrai que quand on parle de 390 tonnes de CO2, ça ne parle pas forcément à grand monde, mais de suite, quand on imagine 2400 Clio qui partent de Toulouse pour aller à Paris, on voit quand même sur une journée que ça représente quand même quelque chose de tangible, qu'on mesure bien en tout cas dans notre inconscient collectif et personnel. Donc c'était un premier, alors je suis allé rapidement, mais je voulais de suite aller sur l'impact pour que voilà, on puisse en discuter. Alors je ne sais pas si vous voulez que je présente l'ensemble ou est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette opération? Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui sont présents? Préférez qu'on finisse? Natacha ou Florence? Tatiana? Moi, pas de questions à ce stade. Oui, pas de questions non plus. Ouais, je pense qu'il vaut mieux dérouler. Ok. Ouais. Alors, je vais prendre un autre projet. Je prends juste un tout petit peu le temps de la présentation, parce que sinon, du coup, c'est pas très parlant. Donc, sur la partie, est-ce que ça s'affiche? Donc, Phoenix BTP. Et là, si je change, vous voyez le défilement? Oui, Ouais. oui. Okay. Donc, du coup, on porte un autre projet. Donc là, on était plutôt sur l'incubation de projets. Là, on est plutôt sur la partie commande publique responsable, donc accompagner les collectivités dans leur démarche et l'intégration du développement durable. Là, en l'occurrence, sur les marchés de travaux, donc la construction de bâtiments, la rénovation de bâtiments, l'aménagement de zones d'activité, par exemple, et qui répondent à des contraintes juridiques fortes. Donc, je vais peut-être aller rapidement sur le slide pour qu'on arrive directement sur les impacts et aller aussi sur un exemple concret qui a été la déconstruction du parc des expositions, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est sur l'île du Ramier, ça représente 26 000 m² de hangars
on partait d'une situation qui était intéressante avant notre arrivée, c'était plutôt un marché de démolition. Globalement, on démolissait et il y avait peu de valorisation qui était prévue dans l'écriture du marché public. On est intervenu dans une assistance à maîtrise d'ouvrage pour intégrer un critère économie circulaire donc sur cette phase de travaux à hauteur de 20%. Donc c'est ce que vous voyez là, performance en matière d'économie circulaire, 20%, et on a challengé les répondants sur du réemploi, 5 points, et aussi sur l'optimisation de la valorisation et les partenariats avec l'économie sociale et solidaire sur 5 points. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 6 soumissionnaires, donc il y en avait 3 entreprises qui intégraient une démarche d'économie circulaire et 3 entreprises qui étaient restées dans l'ancienne philosophie de l'économie linéaire. On prend, on démolit et on jette. Dans le titulaire du marché, ce qui est intéressant, c'était une innovation. La première fois, en tout cas, que le groupe Cassin, qui est un groupe BTP toulousain, se rapprochait de l'association Emmaüs pour justement travailler ensemble sur cette question du réemploi. Donc, on voit qu'un simple critère dans un marché public à hauteur de 20% peut entraîner des partenariats innovants sur le territoire. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Je vais prendre quelques exemples concrets. Il y avait donc des chauffages rayonnants à l'intérieur du parc des expositions. L'idée, en fait, c'était quoi? C'était de faire des boucles interchantiers, voir quels éléments, quels matériaux étaient sur le site du parc des expositions, et si on pouvait soit le réemployer sur le Grand Parc Garonne, qui est, pour ceux qui connaissent, le nouveau Central Park, là, le grand parc sur l'île du Ramier, voir si on pouvait imaginer d'autres boucles circulaires pour la ville ou Toulouse Métropole, ou peut-être autour d'autres donneurs d'ordre publics comme Europolia. Et bien sûr aussi à mettre à disposition, faire des partenariats avec Emmaüs et d'autres structures de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on voit qu'il y a un premier matériau, c'est les chauffages rayonnants, qui ont été réutilisés par la ville de Toulouse pour leur boulodrome, au lieu de partir à la benne. Donc là, l'idée, c'était de sauver des produits qui, normalement, étaient destinés à la benne. Donc là, on est sur des chauffages rayonnants. On a aussi sauvé des structures métalliques, des IPN, pour qu'ils soient transformés sur site en bancs, donc sur l'espace public du Grand Parc Garonne, donc des bancs publics. On a également travaillé avec Europolia. C'était assez intéressant puisqu'on déconstruisait le parc des expositions et quelques kilomètres plus loin, il y avait la construction du mythe avec Europolia. Et l'idée, en fait, c'était de récupérer les enrobés du parking du parc des expositions de l'île du Ramier pour être recyclés en couches de roulement pour la zone économique du mythe. Donc, du coup, voilà, le goudron, les enrobés d'un site étaient réutilisés pour le nouveau parc des expositions, ce qui même symboliquement est intéressant. Là, c'est Emmaüs. Vous voyez globalement toutes les ressources qu'elles ont récupérées. Ils ont monté une matériothèque sur le site à Labarthe. Et donc, du coup, ils ont récupéré des chevrons, des haut-parleurs, des blocs lumineux, des robinets qu'ils ont pu revendre dans leur matériothèque, leur nouveau matériothèque qui était mis à disposition. Également, Recyclobat, que vous connaissez, qui a pu construire des murs d'escalade, des comptoirs, des bancs avec des panneaux de bois. Emmaüs, les électriciens du monde, qui est une association toulousaine, qui a récupéré pour plus de 6 km de câbles électriques et qui a pu remettre aux normes l'installation électrique du nouveau centre d'hébergement d'urgence à Saint-Cyprien. Donc tous ces éléments ont été sauvés quelque part, encore une fois, de la benne. Et là où on est allé encore plus loin, c'est intéressant, c'est que le titulaire du marché, qui est Cassin, a fait le choix de démonter manuellement l'intégralité d'un des halls, le hall 5, pour le reconstruire à l'identique sur un de ces sites pour en faire un hangar. Donc un hangar a été
déconstruit pour être reconstruit en hangar. Donc, ce qui est quand même en plus une prouesse technique, puisque en plus c'était un hangar sans plutôt de soutènement intérieur. Ils ont bénéficié d'un financement ADEME pour le faire, parce que c'était assez compliqué. Et voilà, en fait, là où je voulais en venir, c'est l'impact du chantier. Généralement, sur des chantiers, enfin, on ne serait pas intervenu sur cette assistance à maîtrise d'ouvrage. On avait un bilan estimé à peu près à 50% de valorisation, à peu près. Là où aujourd'hui, la réglementation est à 70%. Là, on a 243 tonnes de matériaux qui ont été réemployés sur les labels, ce qui fait, avec toute la partie valorisation matière, 98% de valorisation globale. C'est plus de 28 points relativement à la réglementation, donc les 70%. C'est globalement une économie de déchets ménagers annuelle de près de 500 habitants sur cette simple déconstruction du parc des expositions. Donc ça, c'est au niveau plutôt de l'environnement ressources. En termes de CO2, c'est 1821 tonnes de CO2 qui ont été évitées. C'est 6740 trajets aller-retour Toulouse-Paris en Clio. Et avec, si on valorise la tonne de CO2 à 65 €, ça équivaut à près de 120 000 € de CO2, ce qui est quand même aussi assez massif. En emploi, on a rajouté, parce qu'on comprend bien qu'entre du matériel qui va démolir d'un côté et des personnes qui vont proprement démonter des matériaux sur site, ben, ça va générer beaucoup plus de ressources humaines et de jours hommes sur site que du matériel. Et donc, c'est 875 jours hommes supplémentaires qui ont été déployés sur le chantier, ce qui est quand même assez massif. Ça a créé 6125 heures, 3,8 ETP sur ce chantier. Et sur la partie économique, donc il y a eu un surcoût d'à peu près 8% sur le chantier. Mais ce qu'il faut voir, c'est que 1 euro dépensé sur le volet économie circulaire du projet a généré quand même 8 € de retour sur le territoire. Et ça, c'est quand même un élément économique qui a été très bien perçu par l'ensemble des partenaires du projet, quoi. Voilà un autre projet, donc là, par le truchement plutôt de la commande publique, qui montre voilà, ce qu'on peut faire aussi en intégrant des données de développement durable et en intégrant des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont quand même, il faut le dire, très enclins à travailler sur ces sujets de l'économie circulaire. Je ne sais pas en termes de timing. Merci beaucoup Jean-Baptiste, tu as été super rapide, hein, mais on va peut-être faire un petit peu d'interaction avec tout le monde. Donc, si j'ai bien compris ce que tu as présenté, en fait, ce que tu as choisi de nous présenter, c'est comment Cinétique, dès lors qu'il s'intéresse à un sujet, que ce soit au niveau de l'alimentation, de la restauration collective ou là, pour le coup, des déchets de bâtiments industriels, comment vous mesurez, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour finalement afficher un impact concret et réel, hein. C'est bien ça qu'on a pu entendre, hein. Voilà. Du coup, je vais peut-être demander à Antonin de réagir, ça peut être intéressant. Et puis, alors si les participants, vous pouviez, pour Jean-Baptiste, ça sera toujours plus facile pour lui, réallumer vos caméras pour qu'on se sente moins seul. C'est toujours mieux. Si vous pouvez le faire, merci. Voilà, c'est gentil à vous. Ceux qui peuvent, hein, bien sûr. Ceux qui ont des difficultés, je comprends, parce que vous êtes loin. Voilà. Donc, on va demander… Juste, j'ai Oui. trouvé très intéressant l'exemple de la déconstruction du parc des expos. Alors, bien au-delà de tous les chiffres et de toutes les conséquences chiffrées qu'on peut faire, je trouve que alors l'impact, à mon sens, le plus important, c'est ce que vous avez expliqué quand l'entreprise Cassin, au lieu de démonter traditionnellement et de détruire tout un hall, se met dans un mode réflexif différent. Et là, du coup, moi, ça fait écho. Alors,
je me dis, il y a un impact dont vous n'avez pas parlé, mais dont vous avez forcément conscience, c'est que Cassin va travailler différemment sur tous ses prochains chantiers, sans doute, probablement. Moi, ça fait écho avec une de nos missions en tant qu'établissement d'hébergement qui accueille des 16-30 ans. Le gros de notre travail sur l'économie sociale et solidaire est un travail d'information et de sensibilisation. Et je me dis qu'à l'image du basculement de l'entreprise Cassin, du basculement méthodo pour eux et mode de réflexion, si voilà, je vais garder cet exemple en tête pour essayer d'aider mes équipes à construire les projets. Nous, on accompagne des jeunes qui découvrent ce que c'est qu'habiter, qui découvrent ce que c'est que se déplacer sur un territoire, qui découvrent ce que c'est qu'être un jeune salarié. Ça ne nous empêche pas d'être ambitieux et ça ne nous empêche pas, quand on développe des ateliers sur l'entretien d'un logement, d'y inclure quelque chose de vertueux. Donc, je me dis, voilà, vous y êtes arrivé avec une entreprise comme Cassin, c'est un bon exemple et je vous en remercie. Ah ben, avec plaisir, merci. Antonin, est-ce que tu veux peut-être réagir à la présentation? Oui, je pense que c'était hyper concret, hyper, du coup, je pense, éclairant à ce niveau-là. Puis bravo pour les deux exemples là, dans l'alimentation et dans la construction. Ouais, je trouve que ça montre bien en avant que l'effet levier de l'administration publique, qui du coup quand même a impulsé, en cas sur le deuxième exemple, qui a vraiment impulsé toutes ces dynamiques, du coup votre travail d'analyse, etc., c'est hyper fort. Ça me renvoie peut-être à une chose qu'on fait à Genève assez intéressant, qu'on a suscité auprès des collectivités publiques, mais du coup qu'ils impulsent maintenant, c'est l'attribution des arcades d'activité. Ça, c'est hyper intéressant. Je n'ai parlé un peu de manière très rapide. C'est quelque chose qu'on développe pas mal dans les quartiers, qui du coup, on peut parler. On n'est pas sur la logique forcément de réemploi, là, mais plutôt de quelle activité on met comme biens et services de proximité dans les quartiers et quelles filières économiques sont sous-tendues derrière. Et du coup, c'est assez intéressant de voir justement quand la collectivité publique dit oui, on mandate, en l'occurrence, du coup, là, une filière d'économie solidaire pour analyser les arcades d'activité, en faire des pôles d'activité, trouver du coup une affectation des arcades et du coup mettre en place des activités. C'est quelque chose aussi de... on voit en fait, c'est des leviers énormes et du coup, c'est hyper important de se focaliser là-dessus, je pense, dans nos réseaux, nos fêtières pour faire avancer rapidement. Et c'est une observation que j'avais envie de partager. Et puis peut-être une question mais qui est un trait un peu micro, mais qui m'intéresse, qui m'intrigue. Du coup, ce que je vois, 98% de révalorisation, c'est énorme en termes de réemploi du coup de matière. Après, je me dis, du coup, c'était des matériaux assez simples sur les entrepôts, ça explique quoi c'est autant. C'est ça que j'étais assez déçu en bien, comme on dit en Suisse. J'étais étonné en positif. Et je me demande si c'est quoi les 2%, enfin, c'est quoi les choses qui sont un peu incompressibles et quelles sont les choses vraiment qui vont faire fortement, selon les sites, qu'est-ce qui va faire fortement varier? J'imagine les cococeptions, mais est-ce qu'il y a d'autres choses là-dessus? Je serais curieux. Voilà. Alors déjà, il y avait de la présence d'amiante. Donc là, revaloriser l'amiante, alors c'est possible, on l'a appris, mais c'est excessivement cher et là... Ça fait des super poisons, c'est bien. Ouais, et puis là, c'était quand même un peu compliqué. Puis bon, on avait atteint déjà un tel pourcentage que, enfin, on ne voulait pas non plus... puis on avait quand même déjà quelques points de hausse de coûts économiques. Donc, on ne voulait pas non plus l'exploser. Ce n'était pas prévu dans le marché. Donc, l'amiante. Et il y avait aussi de la laine de verre qui était aussi très compliquée à valoriser. Donc, préférer d'autres éléments d'isolation pour ceux qui construisent. Et après, bon, c'était particulier parce que, comme Sébastien l'a dit, une des vecteurs aussi du succès, enfin, il y en a plusieurs. Bon, il y a eu quand même le partenariat inédit avec Emmaüs. Alors là, je vous récite une belle histoire, mais il y a eu tellement de péripéties, de complexité dans les nuages même de partenariat entre l'ESS et les entreprises classiques. On est aussi tellement sur des fondamentaux de pensée différents qu'on a accouché du projet au forceps. Ça a été très compliqué. Mais c'est vrai que le démontage intégral du hall
pour le remonter sur le site Cassin, en termes de changement de mindset, là, de changement d'état d'esprit et d'impact économique, environnemental, était tellement énorme que c'est ça aussi qui nous a permis d'atteindre ces résultats, quoi. Et je ne suis pas sûr que ça soit facilement reproductible, malheureusement. Alors que si on réfléchit un peu dans notre histoire, combien de villages ont été construits en récupérant les pierres des églises ou des bâtiments. Enfin, je veux dire, c'est un mode on a bâti nos villes et nos villages comme ça, hein. Donc, ce qui est triste, c'est qu'on met en exergue une belle pratique, alors que quelque part, on devrait mettre en exergue ceux qui ne le font pas presque. C'est triste, mais on a tellement bifurqué dans nos manières de construire la ville que maintenant, on cite l'excellence, alors que presque on devrait plus citer ceux qui font mal, quoi, je trouve, hein, en grossissant un peu le trait, en étant un peu caricatural, hein, mais voilà un peu ce retour. Merci. Très bien. Tatiana, est-ce que tu as des questions éventuellement? Oui, en espérant que ça ne va pas bugger de mon côté. Moi, merci pour la présentation et les exemples. Je me demandais la mesure, l'audit, là, tous ces chiffres que vous avez donnés sur l'impact de vos actions, comment c'est calculé? Est-ce que c'est fait en interne en vous basant sur des données de l'ADEME, de je ne sais quelle structure? Est-ce que c'est des intervenants extérieurs qui viennent mesurer tout ça? Et du coup, si c'est de l'audit interne ou d'audit externe, enfin, si c'est interne, quelle crédibilité ça a? C'est pas toujours évident d'être crédible quand c'est nous-mêmes qui calculons, qui faisons notre audit. Alors, là, pour le coup, que ça soit sur la page. Alors, pour prendre le menu 2 fois bon, en fait, il y a GriBalise, c'est un outil ADEME et on utilise un éco-calculateur. Donc, ça, c'est un partenaire technique et c'est validé par une grille ADEME. Donc là, il n'y a pas de questions là-dessus. Sur la partie construction, ça a été alors, ça, c'est nouveau quand même, hein. Tout ce qui a été fait, on est vraiment dans l'innovation pure. Donc, c'est nos tableurs qui ont mouliné, et notre jus de cerveau qui a mouliné. Et donc, pour vous raconter la petite histoire, ce chantier pionnier a permis, en fait, à Toulouse Métropole de déposer un projet européen LIFE avec une quinzaine de partenaires. Et du coup, on va s'appuyer sur Utopie, qui est un cabinet extérieur, qui va justement qui va pouvoir permettre d'apporter plus de robustesse sur ces moulinettes internes que nous avons fait et pour le confronter justement à une réalité. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que après 2 premiers échanges avec des spécialistes de la question de l'impact et du calcul CO2, etc., on attendait à se faire charcuter sur les données qu'on communique en disant « ouais, mais vous avez oublié telle externalité, etc. etc. » Pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas subi d'interrogatoire qui nous a mis vraiment en porte-à-faux sur les chiffres. Et d'ailleurs, de manière assez surprenante. Donc, je vous en dirai plus parce que la mission d'Utopie n'est clairement pas terminée. Mais jusque-là, on n'a pas balayé d'un revers de main nos méthodes de calcul. Donc, à suivre, mais très, très encourageant en tout cas. Ah bah bravo, merci pour ce récit encourageant. Morgane, peut-être, ou Sébastien, vous avez des choses à rajouter, ou Antonin? Non? Alors, on est impliqué, Jean-Baptiste, sur les questions d'évaluation d'impact dans le cadre de Toulouse Impact. Je trouve qu'on en a souvent parlé parfois dans des réunions. Il y a eu un peu moins de rencontres là cette année. Du coup, j'aimerais bien que tu nous dises, bon, au-delà de l'expérience très concrète, hein, voilà, très, très ciblée sur les sujets que tu as évoqués, comment tu imagines, je vois qu'une nouvelle personne arrive,
comment tu vois, toi, la question de l'évaluation de l'utilité sociale et de l'impact social, je dirais, sur un territoire comme le nôtre, à Toulouse, sur Toulouse Métropole, et puis même au-delà, hein, c'est-à-dire comment on a vu là, tu n'as pas pu écouter Antonin, mais j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure quelle était la démarche autour de l'évaluation et la communauté qui s'inscrit, en tout cas sur Genève avec Après GE. Comment tu verrais, toi, les choses ici, sur Toulouse Métropole, par exemple? Quelle est ta vision sur cette question? Ce mot un peu, c'est un mot balise un peu maintenant, hein, le mot impact social est un mot un peu fourre-tout, mais en vrai, on fait quoi? Allez. J'ai deux visions, allez, on va dire complémentaires, pour pas faire de la schizophrénie, parce que du coup, c'est vrai qu'elles sont peut-être un peu opposées. J'ai une vision très utilitariste de l'importance cruciale d'adosser à chaque projet une mesure d'impact. C'est ce qui, nous permet de nous lever le matin. Quand on sait concrètement l'impact de notre mission, déjà à titre individuel, collectif, je trouve que c'est ce qui nous permet de donner du sens à l'action. C'est ce qui nous permet de donner du sens quand même aux deniers publics, parce que pour partie, on est quand même, on bénéficie de subventions publiques, et je trouve que ça fait partie un peu de nos obligations morales de donner état du bon usage des deniers publics que nous utilisons. Ça fédère les équipes, ça fédère les partenaires, ça donne du sens. Donc, c'est vrai que il y a un côté de moi, il y a mon cerveau droit, plutôt analytique, qui est nourri par justement ces indicateurs qui donnent du sens. Après, pour avoir aussi travaillé sur d'autres projets, notamment dans l'insertion par l'activité économique, il y a beaucoup d'impacts qui ne se mesurent pas. Typiquement, Sébastien l'a bien vu. Alors, on a réussi à le transformer en impact, mais le changement de mindset, le changement de raisonnement d'un cassin qui va peut-être déconstruire autrement sur ses futurs chantiers, sur le menu 2 fois bon, toutes les autres fois où les cuisines vont intégrer le menu 2 fois bon dans leurs recettes et qu'on ne mesure pas, c'est crucial et ça n'apparaît pas. Et je sais, pour avoir discuté aussi avec des CIP, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'accompagnement des publics. C'est vrai qu'il y a cette force, cette imposition de sortie dynamique qui va nuire aussi même parfois au recrutement des personnes qui vont rentrer dans une entreprise d'insertion. Parce que de suite, quand on va recruter le candidat, on va penser sortie positive. On va parfois dévier notre mission d'accompagnement en disant « Ok, cette personne est peut-être éloignée de l'emploi, peut-être trop éloignée de l'emploi pour arriver à une sortie positive, mais on peut lui apporter quelque chose. Notre structure a les moyens de lui faire prendre conscience de certaines choses et de l'amener à une formation peut-être un peu plus longue. » Et donc, du coup, ça dérange mon cerveau parce qu'effectivement, être trop impact, ça ne permet pas forcément de raconter ces belles histoires qui sont de l'ordre du verbatim, de l'ordre du retour d'expérience non mesuré. C'est ces belles histoires qu'on va raconter, mais qui ne fait pas rêver en termes de CO2, qui ne fait pas rêver en termes d'impact économique, mais ça va être un Fred, une Fatima, un Alfred qu'on va accompagner. C'est un changement de destin, un changement de vie, un changement… Et ça, c'est quoi? C'est pas du CO2, c'est pas du… Donc voilà, je suis très partagé. C'est vrai que cinétique à 90%, c'est quand même beaucoup d'impact, mais voilà, il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Est-ce que je peux peut-être Merci prendre la Jean-Baptiste. parole? Oui, bien sûr.
Agathe, c'est ça ou Non, qui? c'est Morgane. Morgane, pardon. Ça me fait penser, Jean-Baptiste, ce que tu dis, à pas mal d'échanges que j'entends de part et d'autre, et notamment un que j'ai eu avec un collègue, enfin un ancien collègue plutôt, avec qui je travaillais à une époque, et donc qui est un cabinet qui fait vraiment de la mesure d'impact, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Goodwill Management, c'est eux qui ont créé le label Lucie. Ouais. Et c'est vrai que dans les discussions, on se disait que le mot mesure d'impact peut-être pose question, parce que c'est peut-être plus la qualification de l'impact que la mesure d'impact, parce que la mesure implique le fait que ça ne peut être qu'une donnée chiffrée, alors qu'un récit, ça peut venir qualifier quelque chose qui participe de l'impact, donc qui est soit un changement de posture, un changement d'état d'esprit, une ouverture sur un champ des possibles nouveau. Parfois, le mot mesure d'impact, en fait, c'est lui qui freine la démarche, même si on la veut positive. On s'auto-freine avec ce genre de mots. Je suis complètement d'accord. Je vais peut-être aussi... Oui, pardon, vas-y. Je suis complètement d'accord. Et là, du coup, c'est intéressant parce que tu parles de Goodwill Management, c'est un peu les inventeurs sur cette partie de responsabilité sociétale, etc. Je vais vous faire un autre retour d'expérience qui est typiquement personnel et collectif, qui ne regarde que Cinétique, donc il ne faut pas le généraliser. Mais aujourd'hui, on ne fait pratiquement plus d'accompagnement RSE. J'ai envie de dire la problématique de certaines démarches qui sont faites aussi pour les entreprises et par des entreprises, c'est que globalement, je suis prestataire, client, dis-moi quel est l'impact que tu souhaites avoir et j'arriverai à trouver le calcul qui va globalement te permettre de valoriser la démarche que tu souhaites. Alors, on ne va pas parler de greenwashing, bien sûr, ce n'est pas ça l'idée, mais il faut être quand même, et merci aussi pour la question sur comment avez-vous calculé les impacts, est-ce que c'était fait en interne, est-ce que c'était labellisé, et quelle est la solidité de la mesure, parce que qu'est-ce qu'on peut trouver comme éléments d'impact qui sont complètement à côté du cœur de métier de l'entreprise. Une banque qui se gargarise de faire... de recycler son papier de bureau, mais qu'est-ce qu'on en a rien à faire alors que globalement, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle finance des projets qui ont du sens, quoi. Donc, est-ce que, Jean-Baptiste, du coup, est-ce que tu n'es pas dans l'idée, enfin, est-ce qu'on serait raccord sur cela, de dire, finalement, la question c'est pas tant la question de mesure d'impact qui est parfois utile, juste pour afficher des choses très concrètes. Est-ce que finalement, si on parle d'évaluation, c'est pas un processus qu'on construit avec son partenaire et avec ses partenaires? C'est un processus qui doit être enraciné dans le cœur de métier de l'organisation. Regardons déjà le cœur d'activité de l'organisation, essayons de trouver quelques critères pertinents, mais arrêtons de chercher dans la périphérie des éléments. J'ai pris. Alors c'est important, attention, valoriser du papier de bureau, c'est important. Ça permet aussi de nourrir des structures de l'ESS qui sont aussi sur cette valorisation. Le plan de mobilité des salariés, c'est important. Bien sûr qu'il faut le faire, mais surtout, s'il vous plaît, ce que je dis aux entreprises, ne mettez pas ça en avant ce qui est votre cœur de métier, quoi. Il ne faut pas qu'un plan de mobilité, il ne faut pas que du recyclage de papier vous exonère de votre façon de faire votre métier et de le transformer, quoi. Voilà. Alors, du coup, je vais peut-être rebondir vers... oui, pardon. Rebondir vers Antonin. J'aimerais bien avoir ton retour. Ouais, je suis en train de lire un peu sur Impact France. Ouais, je profite un peu pour lire un peu des trucs. Mais ouais, mais je pense que c'est un peu ce que bon, déjà par rapport à ce que vient de dire Jean-Baptiste, la petite vidéo que je ne vous ai pas montrée au début avec les cercles, il y a cette idée des Mickey Mouse. C'est clair que du coup, c'est le cercle économique qui brandit les oreilles de Mickey avec le social environnemental, et puis du coup des
des actions, des pratiques qui sont hors du cœur d'activité, comme tu l'as très bien dit. Et ça n'empêche pas que, je pense que l'idée d'innovation ouverte, de partage de bonnes pratiques, elle est importante. On n'est pas en train de communiquer sur une entreprise, on est en train de communiquer sur les pratiques en elles-mêmes. Ça, je pense, c'est important. Justement, qu'une entreprise, elle propose vraiment notre modèle, que tu communiques sur son modèle et sur elle en tant qu'entreprise qui propose autre chose, voilà, elle est en train de développer une autre manière de produire, de consommer, de distribuer, etc. Mais c'est vrai que c'est en train de mettre en place des pratiques qui sont marginales par rapport à l'activité. C'est hyper important de les mettre en œuvre, de les partager, mais de ne pas en faire des objets de communication. Et je trouve ça hyper intéressant toujours de savoir si justement sur les départements, un truc pour analyser aussi greenwashing, j'ai un peu un réflexe, c'est de regarder où situe si un département développement durable ou impact ou quelque chose comme ça, c'est de voir où se situe, et puis si le département est lié structurellement à la communication, ça arrive régulièrement, souvent c'est un bon indicateur de où se situe stratégiquement et concrètement cette analyse et ce travail de développement durable, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très méta sur la communication, ou est-ce qu'on va être vraiment dans l'activité métier de l'entreprise. C'est important. Puis je reviens peut-être à l'idée aussi de lucrativité limitée. Je pense que c'est ça aussi qui fait ou non-lucrativité ou lucrativité limitée qui fait une différence. Parce que on va vraiment s'assurer que finalement, c'est un peu c'est pas forcément. C'est un peu une sorte de garantie de bonne foi en fait des instances de gouvernance et stratégique de ces structures. Et je remarque en fait que ce qui va pas mal différencier justement de l'impact, plutôt de l'impact RSE, d'un impact vraiment cœur de métier, il y a évidemment plein d'exceptions, mais je remarque vraiment fortement l'idée de créativité limitée va vraiment éviter en fait finalement des conflits d'intérêts en fait entre des actionnaires qui veulent du coup du rendement et puis des acteurs aussi métiers qui veulent changer des pratiques, l'intrapreneuriat, choses comme ça. Et ça va être souvent ça va mettre des tensions, puis on voit en fait qu'il y a quelque chose qui colle pas en fait en termes de comment ça se développe. Et ça, nous, c'est un critère clé du réseau suisse d'économie sociale et solidaire, mais je crois qu'en France, évidemment, je ne connais pas tous les détails, mais je sais que ça allait dans la plupart des réseaux. Mais ça, quand on analyse aussi d'autres mesures d'impact, c'est intéressant de se dire, mais quelle est la place de créativité là-dedans? Est-ce qu'elle est adressée ou pas? Et puis si elle n'est pas adressée, du coup, je pense qu'on passe à côté d'un aspect important. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Tout à fait d'accord. Sinon, j'étais hyper aligné avec ce qui se disait, quoi. Et j'apprends des choses, donc je lis aussi en parallèle, comme ça je profite de voir un peu ce qui se fait en France, c'est l'occasion. Donc merci aussi pour les partages. Peut-être, Tatiana, est-ce que tu veux nous exposer un petit peu où vous en êtes, vous, dans votre démarche de tentative d'appréciation de votre impact ou de votre utilité sociale? On n'en est pas bien loin. Ouais, super. Alors, moi, je fais partie d'Enercop Midi-Pyrénées, qui est une coopérative locale d'énergie renouvelable. Et effectivement, c'est dans le cœur de notre activité, déjà, de développer les énergies renouvelables. Donc, contrairement à une entreprise classique, on est déjà dans l'ESS, on a déjà du sens par l'activité même et la manière dont on la porte, parce qu'on n'est pas en mode énergie renouvelable business, on est plutôt en mode énergie renouvelable adapté au territoire, avec les habitants, etc. Enfin, c'est une certaine vision quand même, comparée à d'autres acteurs du gros secteur de l'énergie. Et en fait, voilà, nous, on se pose les questions de est-ce qu'on prend ces données un peu classiques de l'impact carbone, de calculer l'écart entre le salaire le plus haut et le salaire le plus bas. Je pense qu'on va se servir de tout ça. Mais on se demande, est-ce qu'on le fait nous avec nos petits tableaux et les chiffres qu'on trouve sur Internet, ou est-ce qu'on fait appel à des structures externes? Et puis, j'ai bien aimé tout ce que vous avez dit sur le cœur d'activité, l'histoire de la banque. C'était trop marrant. J'ai exactement croisé ce témoignage dans un covoiturage il y a 10 jours de la banquière qui me disait « Ah, ma banque, c'est super, on re-signe du papier ». Ça m'a fait mourir de rire, l'exemple était parfait. Donc voilà, on est vraiment dans le début de la réflexion pour avoir quelque chose d'un peu solide à pouvoir valoriser ensuite. Ouais. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous avez des noms de structures qui accompagnent là-dessus en région toulousaine, midi-pyrénéenne ou voire ailleurs. Alors, pour l'instant,
sait qu'on avait, tu te rappelles, on avait le cabinet Elix qui intervenait sur Toulouse Impact et qui peut être effectivement une organisation, mais je pense qu'il y en a plein d'autres, mais on en reparlera peut-être hors visio. Est-ce qu'Agathe, tu veux dire un mot? Vous en êtes où, vous, à la Maison du Vélo, de cette question d'évaluation? Est-ce que vous avez commencé Non, on n'a pas commencé. On en est à structurer la maison autour d'indicateurs de suivi déjà et peut-être d'impact. Oui, on est en train de les mettre en place. En fait, chaque responsable de pôle doit identifier les indicateurs qui sont inhérents à son activité. La Maison du Vélo, on fait à la fois de la location de vélo, de la formation, de la vélo-école, des ateliers mécaniques. Donc, c'est très varié, beaucoup de métiers différents. Et effectivement, c'est dans nos intentions d'aller en tout cas vers une gestion basée sur des indicateurs de suivi et ensuite peut-être mesurer l'impact à proprement parler. D'accord. Moi, j'ai une question à vous tous, en fait. Antonin, Jean-Baptiste, Agathe, Tatiana. Ma question, elle porte sur deux choses. À la fois, finalement, c'est quoi vos parties prenantes? C'est-à-dire, et notamment, je pense à Enercop, mais aussi à la Maison du Vélo, c'est quoi votre rapport aux citoyens qui sont impliqués dans votre structure ou qui sont bénéficiaires de vos actions? Voilà. Comment vous faites le lien entre ce travail-là sur les indicateurs, impact social, etc. Comment vous faites le lien finalement avec la société civile? Ça, c'est mon premier point de vue, mais peut-être aussi d'autres parties prenantes que vous avez. Et la deuxième question, comment vous finalement, quand on parle d'impact, là, on est beaucoup sur ma structure, quel est son impact? Si on élargit, je reviens à ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Antonin, si on élargit, qu'est-ce qui est commun entre, je vais dire ça comme ça, bêtement, je vais le lancer, et en quoi c'est intéressant aussi? Qu'est-ce qui est commun entre Cinétique, Enercop Midi-Pyrénées, la Maison du Vélo, je prends le territoire de Toulouse Métropole, et finalement, à quoi ça sert de faire son impact si par ailleurs on ne travaille pas collectivement sur des indicateurs communs, mettons, peut-être des critères communs ou des finalités communes sur un territoire. Donc, c'est deux questions un peu touchy, mais je vous les pose, j'ai envie de la poser. Jean-Baptiste, vas-y. Je vais bien commencer parce qu'après, je devrais rapidement vous laisser. Je suis vraiment navré. Merci. Très bel échange. Merci pour la qualité, en tout cas, de ce webinaire, en tout cas, de cette visio. Je suis un petit peu embêté sur la deuxième question, de chercher, en fait, à trouver des critères communs. Parce que chercher globalement des critères communs qui chercheraient à nous faire ressembler entre un Enercop, un Cinétique et un autre, c'est ce qui a été parfois fait et c'est, je trouve, discutable, c'est intéressant, mais on va retrouver quoi? On va trouver la création d'emplois, du chiffre d'affaires, des éléments très macro. Et je trouve que Enercop, c'est bien plus que du chiffre d'affaires et un nombre de collaborateurs ou un nombre de bénévoles. Cinétique, pareil, c'est bien plus qu'un budget ou autre chose. Et déjà que tout à l'heure, je vous disais que j'avais un petit problème aussi sur la mesure d'impact parce que ça enlève le verbatim, ça enlève les histoires. Si en plus on fait de la macro d'indicateurs territoriaux sur des structures, alors peut-être que bien sûr qu'il faut le faire pour les politiques publiques, ESS, pour valoriser en interne le poids de l'ESS sur un territoire, pour aller chercher des subventions, les valoriser et dire à ses collègues de l'économie classique, oui, il faut un gros budget parce que l'ESS, c'est tant d'emplois, c'est tant de chiffre d'affaires et il nous faut un gros budget pour l'accompagner. Alors, OK dans cette utilité-là, mais qu'est-ce qu'on est plus qu'un nombre d'emplois et un chiffre d'affaires, quoi?
Peut-être que dans mon esprit, Jean-Baptiste, je vais juste, j'ai marqué ça, mais est-ce que c'est critères communs ou vision commune ou challenge commun sur un territoire? Voilà, je lance ça comme ça. Et peut-être donner la parole à Antonin, du coup, Tatiana, Ouais, Agathe. volontiers, rapidement, parce que je pense que c'est assez clé la question de l'engagement et du lien avec les citoyennes et citoyens. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment aux entreprises, organisations de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur la vision à Genève de l'échelle prédiction, c'est le quartier. C'est l'échelle d'action privilégiée sur laquelle on travaille au niveau régional, mais quartier par quartier. Et donc, c'est vraiment comment, dans cette logique de co-construction, justement de futur, de prospectives communes, mais aussi d'élaboration de politiques publiques. Ça, c'est assez suisse parce qu'on travaille beaucoup. On a la chance, et j'espère que vous l'aurez bientôt, la chance d'avoir vraiment des initiatives populaires, un processus très décentralisé de la politique qui n'est pas parfait, mais voilà, je suis content qu'on ait en tout cas en Suisse. Et donc ça permet, on a déjà un peu cette culture, mais du coup on doit un peu aller encore beaucoup plus loin et d'impliquer et d'imprégner citoyennes et citoyens dans les enjeux climatiques, sociaux. Et là, on a une fenêtre d'opportunité depuis peut-être 20 ans, je sais pas, moi je suis conscient de ça depuis 10 ans en tout cas, peut-être encore pendant quelques années, où enjeux écologiques et climatiques au sens plus strict, mais qui parle un peu plus en ce moment, mais enjeux écologiques et enjeux sociétaux et de justice sociale, il y a une fenêtre où ça se cale. Donc en fait, on a vraiment une opportunité historique un peu qu'on n'avait pas avant, qu'on n'aura peut-être plus après. Enfin, je ne sais pas comment ce sera exactement après, il y a plusieurs scénarios, mais on n'est pas forcément là pour en parler. Mais voilà, on a cette fenêtre et donc vraiment d'utiliser toutes ces entreprises. En fait, on ouvre des entreprises, on fait de la participation, on intègre les citoyens dans les processus. On parle des AMAP ou ACP. On parle des supermarchés participatifs, on parle de bibliothèques d'objets, quelques exemples que j'ai mis tout à l'heure, ou des lieux de restauration collective, où en fait, d'un coup, on a du lien social, donc on a un plus-value en tant qu'habitant, habitante, on rencontre des gens, on se connecte. Par la pratique, par la nourriture, par le fait de bouger des caisses, le fait de venir prendre un objet, on réalise par la pratique que en fait, c'est des choses assez simples, que c'est des enjeux très globaux, mais que je peux bouger très localement et aussi que je peux avoir des fois plus de confort, parce que j'ai plus de liens sociaux, plus d'outils à disposition, en ayant une petite empreinte. Et donc, en fait, c'est une vision très, très... Évidemment, je donne que les bons exemples là, mais n'empêche que c'est des exemples qui permettent de rentrer et se rendre compte qu'il y a des enjeux bien plus importants, que du coup, on doit aussi restreindre des choses, qu'on doit aussi se limiter sur des choses, qu'on doit aussi du coup voter en lien à ça. Et du coup, c'est une prise de conscience citoyenne par l'activité de biens et de services de proximité. Et ça, je pense, c'est vraiment un axe qu'on prend, en tout cas dans l'économie solidaire, et qui est clé pour faire bouger. Au moment donné, quand il y aura des lois à faire voter, ben, ça fait que les gens sont conscients, ils n'ont pas l'impression que c'est un truc qui vient de l'extérieur, qu'on leur impose, type ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, etc., qui était vraiment débile et catapulté. Mais il y aura d'autres lois liberticides, qui vont être conçues comme liberticides. Plus on attend, plus elles vont être violentes parce qu'il y aura des enjeux ça monte, ça sera de plus en plus violent. Et donc, c'est hyper clé d'impliquer les gens pour qu'on soit, en tant que citoyen, citoyenne, partie prenante. Voilà, ça, c'est vraiment un truc clé. Et la prospective là-dedans, je prends un exemple de future design, encore une chose que je catapulte un peu comme ça, mais qui est très intéressante, c'est de dire, mais si je suis dans 50 ans et que je regarde mes politiques publiques maintenant, eh ben, ça change vraiment notre pratique. Un exemple, c'est au Japon, c'est des citoyens, citoyennes pour des démarches participatives, qu'est-ce qu'on veut pour notre quartier, quelle activité, quelle structuration. On prend un habit d'un habitant, je sais pas, de Kyoto dans 50 ans, donc on va essayer de voir qu'on peut le faire aussi à Genève, un habit du coup, là, c'est du orange fluo, un truc un peu tripé. Et du coup, c'est des personnes qui vont penser les budgets, qu'est-ce qu'on investit pendant 50 ans, en se disant mais je regarde maintenant dans 50 ans. Et du coup, ça change complètement, c'est des choses très simples, mais qui changent complètement l'état d'esprit. Faut pas dire mindset, l'état d'esprit de ces discussions. Et ça, je trouve assez puissant. Voilà, au Et niveau du coup, de ça perspective. modifie la manière dont les entreprises envisagent elles-mêmes leur impact, à ton avis? Salut Jean-Baptiste. Je vois qu'il y a Il y a Jean-Baptiste qui nous Jean-Baptiste lâche. qui s'en va. Ouais. Merci Jean-Baptiste. Merci à toi. Il est Tu parti? dis, je crois qu'il est en train. Oui. Ouais. Bon, ben, j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Tu dis qu'elle... Est-ce que, Redis, pardon? est-ce que cette pratique modifie finalement la manière dont l'entreprise sociale et solidaire va regarder son impact?
Alors, alors là, Future Design, ce dont je parle, je ne l'ai pas encore testé. J'aimerais bien, on va le faire bientôt. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi assez récemment et c'est des choses tellement simples, mais qui ouvrent plein de portes. Je trouve ça super intéressant. Mais ce qu'on a fait, c'est le coup de la baguette magique dont je vous parlais. Et là, c'était intéressant. C'est des entreprises, justement, des fois, dans le social, il y avait des vieilles entreprises sociales qui sont là depuis longtemps, qui connaissent bien leur sujet, quoi, depuis 20, 30 ans. Enfin, j'étais à peine né. Et là, en fait, dire une baguette magique d'un coup, mais à la fin, ils disaient, ah ouais, mais c'est intéressant, on n'a jamais. Je sais pas si c'est sur leur impact, mais c'est juste de dire, mais en fait, ça ouvre des champs et en fait, c'est des moments d'un coup, ils sont avec des pairs dans un domaine, puis ils rêvent ensemble. Et ça, en fait, il n'y a pas tellement de moments pour ça. Et ça, c'est un peu des enjeux de la prospective, hein, et du coup, de prendre du temps de recul, de se projeter. Et puis, je pense que ça a dû. Alors, on n'a pas encore fait passer les lois dont je vous ai. De ce commun politique, ils ne sont pas encore passés, donc l'impact, il est pour le moment encore assez nul. Par contre, il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Il y a des politiques qui ont été approchées, donc ça fait bouger, mais on n'est pas encore. Voilà, donc il faut mettre encore le ballon au fond du panier, quoi. Mais oui, ça a fait bouger en tout cas. Et je pense que c'est des outils super, super intéressants pour travailler par filière économique, par thématique, en se projetant un peu plus loin, quoi. Très bien. Donc, on arrive un petit peu au bout. Je pense qu'on va s'arrêter à midi. Est-ce que vous avez un dernier commentaire à faire? Est-ce que ce webinaire a été, je dirais, impliquant et vous donne, je dirais, des perspectives? Demain, on accueille la Fédération des entreprises d'Occitanie et la CRES, donc Jean-Yves Bayeux-Moreau. Et l'autre intervenant, pardon, est Bérangère Delferrière, qui est directrice de l'APES Hauts-de-France, qui est notre homologue en Hauts-de-France, qui a impulsé tout un travail autour de la démarche de progrès, qui nous semble très intéressant aussi, et qui a travaillé sur un programme européen qui s'appelle le programme VISE, avec la Belgique, notamment, avec plusieurs acteurs belges et français. Donc du Nord-Pas-de-Calais, enfin de Hauts-de-France, pardon, et sur l'impact social. Donc je trouve que ça va être un bel échange aussi demain. Donc participez demain, vous aurez aussi des bonnes vibrations, mais peut-être un petit commentaire de votre part là, Sébastien, comment ça va se passer là, la suite autour de l'impact social, comment vous voyez ça? Moi, je vous remercie pour l'organisation. Malheureusement, je ne pourrais pas être là non plus demain. J'ai trouvé ça très, très, très éclairant, rassurant s'il y avait besoin de l'être sur le fait qu'on est nombreux à réfléchir un petit peu dans le même sens et avec des logiques qui se ressemblent. Très, très brièvement, sans rentrer dans le détail, ce qu'on a ajouté dans mon association en termes d'évaluation, c'est un travail sur les ressentis. On a mené, alors c'était, ça a l'air d'être une éternité parce que c'était avant le Covid, c'était sur l'année 2018. On a mené des questionnaires à destination, donc dans tous les établissements. On a des établissements aussi variés que des EHPAD, des maisons d'enfants et des établissements dans l'insertion socio-professionnelle. On a mené des questionnaires à la fois tournés vers les publics accueillis et accompagnés et tournés vers les professionnels et très axés sur les ressentis parce qu'on n'en parle pas toujours de ce que ça bouge en nous, nos actions. L'autre élément, je salue la Maison du Vélo présente qui est aussi un partenaire depuis qu'on a démarré. Ça m'encourage à relancer, j'espère qu'on va pouvoir relancer l'initiative sur Blagnac. On a parlé de réseau, d'ouverture et de communication et d'ouverture sur les territoires. J'espère qu'on va pouvoir relancer cette année, que le Covid va nous lâcher un petit peu le coude. Le café qui s'appelait éphémère et qui a toute vocation à ne pas être éphémère, justement, qui est un tiers-lieu qui a eu 1 mois d'existence en 2019. Et donc, on vous tiendra au courant de la suite de cette aventure. Et merci encore à tous. Juste pour faire une petite information, Sébastien, donc le Mouvement pour l'économie solidaire a créé une méthodologie d'évaluation de l'utilité sociale. Alors, on est moins dans l'impact
l'impact social et je dirais le fait de bâtir des indicateurs, mais par contre, réellement de mieux comprendre comment ce qu'on a affirmé, par exemple, il y a 20 ans, comme utilité sociale bouge. Et l'idée, c'est d'être dans une coévaluation des parties prenantes. Donc, on fait ça en général sur une journée. Où on peut, la structure peut décider d'inviter des bénéficiaires, des administrateurs, des salariés. Donc, on fait un travail d'accompagnement. Si ça vous intéresse, voilà, on peut échanger là-dessus parce que ça permet réellement de voir finalement quels sont les points d'avancée, les points de tension, je dirais, dès lors qu'on parle de sa finalité sociale et de la confronter au modèle économique, de la confronter à son ancrage au territoire ou à ses pratiques responsables dont on sait bien qu'il faut toujours les améliorer puisqu'elles ne sont jamais acquises, même si on a écrit des chartes et tout ça, souvent il faut revisiter et vérifier l'appropriation. Donc voilà, n'hésitez pas à nous joindre pour ça. Ouais. J'ai vu qu'Agathe a allumé sa caméra, donc merci. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur vous? C'était plus pour envoyer le bonjour à Sébastien que je ne connais pas, mais parce que la maison du vélo est très grande. mais moi j'ai une petite réflexion qui vaut ce qu'elle vaut, mais tu parlais de challenge commun sur un territoire. Peut-être qu'un indicateur à regarder, c'est à quel point les structures de l'ESS contribuent à la prise d'autonomie des personnes. Nous, on voit avec le vélo, nos bénéficiaires finaux, c'est des individus et parfois des collectifs sous forme d'entreprises ou d'associations. Et on voit à quel point le vélo est un vrai outil pour la prise de confiance des personnes sur leur déplacement, mais aussi pour aller chercher un travail en ayant une solution de mobilité. Donc voilà, peut-être que du coup, il y a d'autres outils qui peuvent servir ce même indicateur, cette même visée sociale en tout cas. Ça a coupé. Voilà, je viens à ta place. Moi, je suis désolé, je dois me sauver vraiment. Désolée, ça c'est. Oui, moi aussi. Voilà, ça s'est déconnecté. On vous remercie beaucoup de votre présence et à demain. Pour ceux qui pourront, on va essayer de mettre sur notre chaîne YouTube les enregistrements, donc vous pourrez revenir sur les autres visioconférences. Merci à vous en tout cas d'avoir été là, c'était passionnant.